Quelques mois de l'organisation de la CAN au Cameroun, mesdames, messieurs, sommes-nous en droit de nous dire que le Cameroun véritablement rentrera dans cette organisation de la CAN quand on sait qu'aujourd'hui les stades sont encore pour beaucoup inachevés et d'ailleurs constat fait, la ministre de l'urbanisme et du développement local est encore sur le terrain guerre, frustrée, choquée et outrée par les constats faits sur les travaux qui sont censés être dans une belle avancée du côté de l'Embé. Elle est ressortie de là un peu incompréhensible sur les sujets de la finalisation justement des travaux. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Peut-on dire au regard de ce qui se passe que le Cameroun va organiser véritablement d'ici 2022 sa CAN comme cela a été pensé? Allons-nous justement nous acheminer ou encore vers un autre glissement de date? Attendons bien évidemment de voir. Et parlons surtout de ces constructions de stades. On sait qu'aujourd'hui il y a une guerre ouverte entre Pichini et le ministre des Domaines, ou dans laquelle effectivement pour cette guerre-là, le ministre des Domaines voudrait vendre des conteneurs, dit-on, appartenir aujourd'hui au groupe Pichini, un sujet qui risque encore de créer la brouille entre les deux institutions, si on va le dire ainsi, les deux entreprises. Honnêtement, qu'est-ce qui peut bien sûr faire nous amener à comprendre l'organisation ou l'existence d'un pareil bras de fer aujourd'hui entre le groupe Pichini, y compris le ministère du Domaine. Et mesdames et messieurs, on le sait aujourd'hui, le premier ministre chef du gouvernement, Chief Joseph Diangote, se retrouvera devant les parlementaires pour justifier le bilan économique et social de l'année en cours pour 2021. Le budget sera également mis devant les députés qui devront en débattre effectivement. Et il est important de rappeler que dans ce budget-là, ici, devrait-on effectivement revoir les réalités économiques autour de l'organisation des nombreuses compétitions africaines qui doivent se tenir en terre camerounaise dans les jours à venir. Merci à tous. Merci à vous de trouver encore comme chaque jour de l'intérêt à rester présent sur Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith. La grande famille est au complet comme tous les matins. Charles Hamel, Mbombok, Karine Santier, Dominique Audrey-Yengelek. Et pour la petite Maxime, on vous rappelle cela tous les matins. Ensemble unis pour la même mission, nous sommes ensemble pour vous servir jusqu'à midi. Charles Hamel Batchou, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier à ceux-là qui passent le temps à chaque élection, à chaque action négative posée dans le pays, à se demander dans les salons, dans les cuisines, qu'a dit la France? Je me suis permis de parcourir la charte de l'impérialisme, ou si vous voulez la charte de la servitude, en son article 26 portant sur les dispositions générales, qui précise les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Ils nous doivent tout. Nous restons les seuls. À partir de là, essayons de procéder à l'interprétation de la sortie d'Emmanuel Macron pour comprendre véritablement où nous allons. Vous croyez que l'Afrique est libre, Charles Hamel? Monsieur Michel Vous croyez que l'Afrique, justement, je vous ai lu. Commençons par le Cameroun. Monsieur Michel Ngachou, l'article 25 de cette charte de l'impérialisme précise « Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. » C'est la charte de l'impérialisme qui le dit, monsieur. Est-ce que les Africains sont au courant de cette charte-là? Allez. Est-ce que les Africains sont au courant qu'il y a une charte comme celle-là qui existe, dans laquelle, effectivement, on se rend compte comment les Occidentaux ont tout mis en place pour pouvoir nous diviser au maximum? Je voudrais peut-être rappeler à votre suite, Charles Hamel Batchou, qu'aujourd'hui, le constat est fait que dans nombreux des pays africains aujourd'hui, les leaders politiques sont maintenus en résidence pour certains. Beaucoup sont embastillés, beaucoup sont enfermés. Et ceci, on se demande pourquoi ce silence, dit-on, complice de la communauté internationale qui ne dit rien, qui n'agit nulle part. On comprend exactement qu'il y a une belle complicité entre les pays africains et ces occidentaux. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui les exerçons par la pression sur les dirigeants, qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice si nous ne l'avons décidé.
Votre riz est jaune, Charles Hamel. On va bien sûr le dire, il y a quelque temps encore, au niveau du Ghana, ils avaient décidé d'écarter bien évidemment du gouvernement ghanéen un certain nombre de personnes appartenant à une loge parce qu'ils estimaient effectivement que cette loge avait une pression énorme sur le gouvernement ghanéen aujourd'hui. Et on se demande véritablement où est-ce qu'elles viennent et certainement on s'en sert pour continuer d'avilir les peuples africains aujourd'hui. Que l'Afrique se réveille. Bon Bengan Kandji, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour M. Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Merci beaucoup Charles Hamel pour cette introduction. Chaque fois que j'ai le malheur d'en parler à beaucoup de nos élites, il dit occupez-vous de vous, vraiment laissez la France tranquille, laissez les trucs tranquilles. Et j'allais dire, elles ont été moulées. Je ne sais pas si c'est autre chose, je ne vais pas utiliser les mots durs parce que nos cerveaux ont été peut-être remplacés par autre chose. Parce qu'en fait, vous luttez contre un ennemi que vous ne connaissez pas, il faut identifier son ennemi. C'est à ce moment-là qu'on pourra développer les stratégies et les plans tactiques pour savoir où se situe la manœuvre. Bon, je pense que vous comprendrez. Moi, je m'interroge sur les élections régionales à venir. Est-ce que les conseillers municipaux auront réellement un rôle à jouer là-dedans? Moi, je dis non. Et de manière péremptoire, je dis non. Le pouvoir central a repris son pouvoir qu'il a semblé donner à la décentralisation. Comment les autorités administratives vont se revenir, plus encore, avec plus de vigueur encore. L'autorité traditionnelle auxiliaire d'administration sera là pour renforcer le même pouvoir. Les élus locaux n'auront donc plus que leurs yeux pour pleurer. Ils vont se battre et rentrent, mais ils ne verront pas. Encore que vous avez vu le comportement des sénateurs qui sont censés répertorier ou appuyer l'action des conseillers municipaux. Le Sénat vous dit qu'il appuie l'action de l'Assemblée nationale, alors que son rôle, c'est de représenter les collectivités territoriales décentralisées. Voilà donc ce que vous appelez décentralisation dans votre pays, que moi, j'appelle la déconcentration. Bon Bengan Kandji, ce matin, mesdames et messieurs, ils pensent qu'on aura plutôt affaire à une déconcentration qu'à une réelle décentralisation. Merci beaucoup. Et surtout, l'approche que vous apportez, du moins ce que vous faites ce matin, semble être une approche réelle pour ceux qui font des constats, particulièrement sur le renforcement des pouvoirs de l'autorité administrative aujourd'hui au Cameroun. Est-ce qu'on sera dans une réelle décentralisation ou pas, quand on sait encore qu'il y a des préfets, des sous-préfets, des gouverneurs qui sont astreints à des cotisations dans le parti, bien sûr État, aujourd'hui imposé par ces derniers, et faisant d'eux, par ailleurs, des membres de ce parti. Comment faire le lien? Allez bien sûr réfléchir à propos. Karine Santia, bonjour à vous, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aussi aux téléspectateurs. La manifestation du collectif citoyen contre les souffrances du Cameroun est interdite par le sous-préfet de Marois II pour défaut de déclaration du collectif, menace de troubles à l'ordre public, démarche visant à porter atteinte à l'unité et à la paix sociale. Et le mouvement continue à insister qu'il va manifester. Seulement, on se pose les questions sur le terme, la définition même du terme ordre public, parce que les orientations de cette manifestation visaient à réclamer l'électricité dans la ville de Marois, à réclamer que les pouvoirs publics prennent des dispositions pour éviter les inondations, à réclamer qu'une solution soit trouvée à la guerre contre Boko Haram, à réclamer que les greniers ne se vident plus dans l'extrême nord. Maintenant, l'ordre public, c'est quoi? Quand on a faim, on est dans l'ordre. Quand on n'a pas d'électricité, on est dans l'ordre. Quand on est inondé, nos maisons sont détruites à cause des inondations et des grandes pluies, on est dans l'ordre. Mais si vous voulez parler et manifester pour déclarer que vous souffrez, là, vous êtes dans le trouble de l'ordre. Non, il faut peut-être poser la question de savoir, lorsque vos droits sont bafoués par ceux-là même qui sont supposés les encadrer, on fait comment?
Au-delà justement du droit bafoué par ceux qui sont censés les encadrer, bon, Ben Kandji, on est tous conscients de la misère ambiante dans l'extrême nord du Cameroun. On est tous ensemble conscients de ce qui se passe dans l'extrême nord du Cameroun. Comment et pourquoi empêcher les populations aujourd'hui à dire simplement leur ras-le-bol? Qui sont ces sous-préfets qui finalement semblent être plus puissants que le peuple aujourd'hui et qui semblent en même temps tenir le peuple, on va dire, d'un bras de fer et d'une main de fer, effectivement, tout en l'empêchant de s'exprimer. Ça se passera à Marois 1er. Mais surtout, cette marche, dit-on là-bas, Marois 2e, autant pour moi, surtout là-bas, disent-ils, ils seront de la marche, ils exprimeront leurs sentiments en tant que Camerounais sans casse, avec des arbres de paix entre les mains. Est-ce qu'il y a des arbres de paix là-bas dans l'extrême nord? On espère qu'il y en aura. Hein? Allez, Dominique Audry avec nous également ce matin. Et rapidement, bonjour à vous Dominique. Bonjour Michel. On va faire cette belle plongée. Tout à fait. Ah d'accord, vous voulez saluer les téléspectateurs? Ils sont très nombreux tous oui, les matins. Bien sûr, logiquement, c'est la moindre des choses. Bonjour aux téléspectateurs et peut-être à appeler à leur générosité. Vous savez que beaucoup de personnes dans l'extrême nord et le nord là-bas ont énormément de difficultés, donc il ne faudrait pas hésiter à leur tendre la main, à leur donner le nécessaire. Parce que j'ai eu dire là-bas que les mamans ont des difficultés à avoir des allumettes, des trucs comme le sel. Incroyable. Oui. Incroyable. On est quand même en 2020, on est au Cameroun, on vous interdit de vous plaindre. C'est ce que vous appelez l'arrière-pays. Mais ce n'est pas l'arrière-pays, c'est le pays. Voilà. C'est le pays. Ça ne devrait pas être l'arrière-pays. On ne devrait pas être interdit de pleurer si jamais on a faim. Et depuis le matin, je vois sur la toile des images des sapeurs-pompiers qui sont en train d'extraire des gens d'un trou. Ils ont essayé de creuser pour avoir de l'eau à boire et malheureusement il y a une personne qui est morte là-dedans en cherchant de l'eau. Comment ne pas s'indigner face à une telle situation? Et aujourd'hui, on vous dit que vous allez troubler l'ordre public, un semblant de Qu'est-ce qui se passe réellement à Marois 2e? Qui est ce sous-préfet qui empêche les populations de s'exprimer? Qui est ce sous-préfet qui veut certainement s'affirmer comme étant celui-là qui tient Marois 2e? Marois 2e, oui, d'une main de fer. Comment en sortir? Comment donner la possibilité aux populations de s'exprimer? S'il y a manifestation, la police ne peut-elle pas encadrer? Les populations resteront-elles muettes devant une telle situation? Et surtout, quelle appréciation peut-on en faire du point de vue national aujourd'hui par les nombreux Camerounais que vous êtes? On vous lira, mesdames et messieurs, sur les plateformes bien connues. Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live. 10-12 Zénith sur Facebook. Et au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Madame, monsieur, merci de rester des nôtres. Allez, belle plongée cette fois-ci dans l'histoire du jour, Dominique Audry. Oui, c'est l'histoire de Pulchérie. Elle est âgée de 28 ans. Elle nous raconte qu'elle est orpheline et qu'elle s'est mariée avec l'accompagnement du reste de sa famille il y a sensiblement 1 an. Elle raconte qu'avant son mariage, elle a eu une fille qui est âgée de 3 ans déjà et que dans son foyer, elle a eu un bébé, dont elle a un bébé de quelques mois. Sauf que le problème de Pulchérie, c'est qu'il y a sensiblement 4 mois, son mari lui fait savoir que, bon, on est mariés déjà, tu as eu le temps de t'installer. Je pense que tu devrais renvoyer ta fille chez son père. Parce que moi, je ne peux pas m'occuper de ta fille ici chez moi. Pulchérie a fait savoir à son mari qu'elle ne pouvait pas. Ses parents ne sont plus vivants. Ses tantes ont des difficultés à vivre, donc elle ne sait pas trop comment faire. Et elle, de son côté, ne fait pas grand-chose pour pouvoir subvenir aux besoins de sa fille, même à distance. Et elle raconte qu'elle ne fait rien aujourd'hui parce que son mari est contre le fait qu'elle travaille. Elle dit que mon mari ne me rationne pas. Il va au marché lui-même faire les achats. Il n'accepte pas que je travaille pour mes petits besoins. Donc de temps en temps, je reçois des mains levées des cousins par-ci et par-là, ce qui me permet d'encadrer mon enfant. Et maintenant, elle s'est rapprochée de sa tante pour dire à sa tante, mais voilà, maman, mon mari refuse que je fasse quelque chose. Mon mari, lui, il veut tout acheter, il ne me donne pas de l'argent en main. Sa tante lui a dit, non, ma fille, il faut supporter, c'est le mariage. Tu sais qu'il y a des hommes comme ça qui n'aiment pas donner de leur argent. Donc, la question de Pulchérie ce matin, c'est de savoir comment d'abord réacquérir sa souveraineté dans la maison de son mari en allant par exemple gérer le foyer à travers les achats qu'elle peut faire et comment faire accepter son enfant par son mari. Voilà. Michel. Fondamentalement ce matin on va comprendre comment peut-on
vivre dans un foyer avec un enfant déjà qu'on a eu hors mariage en même temps, et comment l'accepter, comment amener ce dernier qui est son époux à l'accepter, à l'encadrer. C'est des réalités. Convaincre son mari de nous laisser travailler, de nous laisser être productive. Voilà. C'est très important. Hein. Il y a aussi des hommes qui sont très regardants sur est-ce qu'on laissera la femme s'épanouir en menant une activité quelconque, en travaillant. On verra. Allez, les analyses sont les bienvenues sur ce plateau également. Je commence par vous, Karine Santia, ce matin, pour comprendre qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est une femme, on va dans un nouveau foyer avec un enfant qu'on a eu hors mariage. Qu'est-ce qu'on fait pour convaincre son époux, ou son époux, son mari, à vivre avec cet enfant, à l'accepter surtout. Voilà. Avant de se marier, on a déjà convaincu. On ne se marie pas avant d'essayer de le convaincre. Et si vous a suspecté, c'est dans la maison qui vous a suspecté. C'est pour ça que pendant la dot et tout, on dit qu'il dote l'enfant et tout. Donc s'il n'a pas fait ça, ça veut dire qu'il n'a jamais accepté l'enfant. S'il n'a pas fait tout ce que M. Mbachou et Mombo nous expliquent ici sur ce plateau, c'est-à-dire que décider de s'approprier l'enfant et tout, assumer, dire qu'il va assumer, ainsi de suite, ça veut dire qu'il n'a jamais accepté votre enfant. Il vous veut vous, mais il ne veut pas votre enfant. Et d'ailleurs, toutes les fois où elle a essayé d'établir une relation entre sa fille et lui, ça n'a pas marché. Et je pense qu'elle a fait comme ça, elle était aveugle, alors qu'elle voyait bien que ça ne marchait pas. Mais elle s'est dit qu'en étant dans la maison, ça va passer. Mais ce n'est pas comme ça. Quand quelqu'un n'aime pas votre enfant, il n'aime pas votre enfant. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Et un homme qui ne vous accepte, qui n'accepte pas l'enfant que vous avez eu avant le mariage, je ne sais pas quand vous allez le faire, 10 ans après le mariage, il va l'accepter. Non, non, non. On a vécu des situations où l'homme savait quand même que vous avez des enfants. Lui aussi, il en avait. Et puis, quand vous vous mariez, il accepte que ses enfants viennent tout le temps en vacances. Parfois, il reste même. Mais lorsque le vôtre vient seulement pour le week-end, il ne veut pas. Il n'est pas d'accord. Vous comprenez? Et là, ça fait même des chamailleries. Donc, il ne faut pas qu'elle impose son enfant dans ce foyer. Sinon, son enfant finira par être soit malheureux, soit il va finir par trouver en son enfant, comme c'est une fille, une femme. On a des histoires comme ça aussi qui nous arrivent. Donc, il faut qu'elle fasse attention. Il ne l'aime pas aujourd'hui juste parce que c'est une enfant, mais attendez-vous à voir comment elle va forcer et que la femme, l'enfant, la petite fille devienne une femme et qu'elle commence à avoir des rondeurs et des formes féminines. Et là, vous pouvez comprendre que c'est tout autre chose. Donc, elle ne force pas son enfant dans ce foyer-là. Si elle n'a pas de sœur, de tante ou de parents à qui laisser son enfant, qu'elle prenne une décision radicale par rapport à sa fille. Parce que de toutes les façons... En faisant quoi? Elle peut se séparer de lui. Parce que la vérité, c'est que dans ce genre de choses... Si vous êtes légitimement mariée, Karine Santia, vous avez... C'est des papiers qu'on déchire. Attends, vous êtes nouveau des papiers. Mais même... si vous n'avez pas légitimement. Oui, mais vous croyez que la dot n'est pas légitime là? Tout ça, même la dot, on rompt. Même ça, on rompt. Les liens du mariage traditionnel, on rompt. Et je ne pense pas que je suis en train d'inventer le fil à couper du beurre, non. Ce qui se passe dans cette histoire, c'est qu'il y a une femme qui force la présence de son enfant dans un foyer. Je ne sais pas pourquoi elle le fait. Elle en a besoin. Elle veut sécuriser son enfant. Oui. Mais est-ce que c'est en créant une rupture? Est-ce que c'est en se séparant de son mari? Permettez, est-ce en se séparant de son mari justement qu'elle trouvera la force pour pouvoir éduquer cet enfant? Et pourtant, est-ce qu'elle n'a pas d'autres munitions pour convaincre son mari, et l'amener à dire, écoute chérie, c'est notre enfant, on peut ensemble le garder. Elle ne peut pas le forcer. Vous avez dit hier ici que l'enfant de votre femme n'est pas votre enfant légitime. Vous l'avez dit hier ici, elle ne peut pas le forcer. Oui. Donc s'il n'accepte pas, il n'acceptera pas. C'est pas comme si elle va négocier encore étant dedans. Avant qu'ils ne se marient, ils ont quand même passé du temps ensemble. C'était une relation normale. Peut-être qu'ils ont fait 2 ans pour apprendre à se connaître, de fiançailles et tout. Maintenant qu'ils sont mariés, il a attendu que le mariage passe 1 an après et il ne veut plus. On va rétablir le contexte. Peut-être qu'il se dit, je suis dans le contexte. Non, non, j'ai peur. Je suis dans le contexte. Karine, on va rétablir le contexte dans lequel on a dit ici hier que l'enfant que vous avez eu hors mariage n'est pas le vôtre, bien que cet enfant soit sous votre toit, c'est votre enfant. Mais on n'a pas dit de façon génétique, c'est pas votre enfant. Il faut qu'on soit d'accord. Mais c'est de ça, l'homme dit que génétiquement. On recadre juste pour qu'on puisse se comprendre. Il n'a pas de responsabilité. Très bien. Je reste là-dessus. Il n'y a pas de différence. D'accord. Génétiquement, c'est pas son enfant. Voilà. Donc, il n'a pas de responsabilité. Je ne vous rends pas responsable de ce que je dis. Je suis responsable de ce que je dis. D'accord. Et cet homme, finalement, il n'en veut pas. Il a essayé peut-être 1 an.
et il se dit qu'il y a déjà son enfant à lui, il ne trouve pas pourquoi il doit s'embrouiller ou se perturber le corps avec cela. Un homme qui vous aime ne peut pas ne pas aimer votre enfant. Parce qu'en arrivant dans votre vie, il y avait déjà un enfant. Un homme qui vous aime ne peut ne pas aimer votre enfant, Dominique Audrey. On aime à le dire chez nous, en Afrique, on ne verse pas l'eau du bain avec l'enfant dedans. C'est ce qu'on dit très souvent. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas la preuve que, peut-être, sans le juger cet homme, qu'il manque, peut-être, il n'est pas humain? On va dire qu'il n'est pas humain? On va dire qu'il n'est pas responsable? On va dire qu'il n'est pas un papa compréhensif? Il est loin de la société? Qu'est-ce que vous dites, vous? J'apprécie les gens comme ça. Des hommes comme ça? Les gens, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, j'apprécie des gens qui ont ce genre de comportement. Parce que lui, au moins, il a ça qu'il est honnête. Il a ça qu'il est direct et qui dit à sa dame, je ne veux pas de ton enfant ici. Ça, vraiment, c'est un mérite qu'il a. Malheureusement, on vit avec des gens qui ne sont pas à même d'être directs et de dire ce qu'ils pensent, honnêtement, de dire ce qu'ils veulent au fond, et font semblant avec des gens. Donc ça, il faudrait au moins qu'elle soit reconnaissante. Avoir son enfant là-bas dans cette maison avec un homme qui ne vous dit pas, qui a une certaine rancœur ou bien de l'aversion pour votre enfant, fera que lorsqu'il voudra corriger l'enfant, il le fera avec de l'amertume. Ce sera un problème. Mais maintenant, on peut comprendre la jeune femme en face parce que ses parents sont décédés. Et personne dans sa famille n'est à même de pouvoir prendre son enfant chez lui. Oui, dans sa famille. Aucun membre de sa famille ne peut prendre son enfant. Conséquence, elle est butée. Oui, elle est butée. Vous faites quoi? Vous faites quoi de l'enfant? Parce que c'est une situation quand même assez critique. Qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? Votre mari ne veut pas être enfant. L'enfant n'a pas où vivre. Oui. Vous, la maman de l'enfant, vous faites quoi? Parce qu'en même temps, vous avez votre mariage que vous ne voulez pas perdre en même temps. Bon, qu'est-ce que vous faites? Bon, vraiment, le mariage, on peut se marier autant de fois qu'on veut. Hein. Si on perd son enfant, je suis, il y a pas, l'enfant ne reviendra pas. Cet enfant-là ne reviendra pas. Ouais. Le mariage, on peut le contracter autant de fois que possible. Maintenant, il faudrait que la dame... Ne désacralisez pas. Je ne désacralise. Ne posez pas sur une balance. Le mariage ici, c'est le mari. Ne posez pas sur une balance la vie de l'enfant de cette femme et le mariage. Parce que son mari est en train de lui demander de faire un choix. Jusqu'à notre enfant. Soit c'est ton enfant, oui, soit c'est ton enfant, soit c'est moi ton mari. Et maintenant, c'est une enfant de 3 ans. Elle n'est même pas encore en âge d'aller dans un internat. Et aujourd'hui, l'autre problème, elle ne peut pas subvenir aux besoins de sa fille parce qu'elle est totalement dépendante de cet homme-là qui refuse qu'elle travaille. Moi, j'aimerais bien qu'un homme nous explique par quelle alchimie il refuse que sa femme travaille, que sa femme le soutienne au niveau de la prise en charge du foyer. J'aimerais comprendre, vous êtes un homme, peut-être vous allez nous dire, dites-nous un peu, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un homme normalement constitué qui refuse que sa femme travaille? Certainement, il se dira... Si elle sort travailler, les hommes vont la voir, elle sera attirante. Parce que si ce n'est pas ça, moi je veux bien comprendre. Donc cette femme gagnerait à être indépendante financièrement. Si elle l'est indépendante financièrement, elle pourra trouver une personne qui hébergera son enfant et elle va devoir envoyer de l'argent à ces gens tous les mois puisque son mari ne veut pas s'occuper. Si quelqu'un vous dit je ne veux pas m'occuper de votre enfant, je vous promets que même 100 francs vous ne donnerez plus à cet enfant-là. Peu importe ce que je vais faire pour que mon enfant soit bien, je le ferai. Je le ferai. Donc son enfant d'abord. Son enfant d'abord. Et son épanouissement passe par là. Elle ne sera pas heureuse si son enfant n'est pas heureux. Votre avis sur l'histoire de ce matin, Charles Mbachou, qu'en dites-vous? Il y a un homme qui va au marché. C'est quoi ça? Mais les hommes vont au marché. Pour leur femme. Il y a une interdiction quelque part. Pas. Non, est-ce qu'il y a une interdiction qui dit que l'homme n'ira pas au marché? Faites la liste et je vais acheter. Monsieur Très bien. Charles, votre point de vue. Chez les musulmans, c'est la femme, c'est l'homme qui fait le marché. Effectivement. Ah bon? Chez les musulmans, c'est l'homme à la qui base, fait le en marché. fait, hein, à la base. Bah, sauf que ceci ne sont pas. Oui, vous avez oublié un autre facteur. Chez les musulmans,
c'est l'homme qui fait le marché. Bon. Chez les Bantous, c'est l'homme qui fait le marché. Donc, Chez vous les faites le Bantous, marché. c'est l'homme qui fait le marché. Donc, c'est des règles. L'occidentalisation a voulu proposer une forme d'émancipation on s'est battu à concéder. C'est vous qui parcourez Facebook, monsieur. Vous voyez ce qui se passe dans les marchés. Je vais vous dire qu'on est arrivé à cela, que l'homme fasse le marché. Pourquoi? Parce que pendant les jours de marché, c'était le moment où on volait les femmes. Ma propre grand-mère a été volée au marché de Tonga. On l'a volée au marché de Tonga pour la ramener à Bazou. Je vous dis, ma propre grand-mère. Donc, toutes les belles femmes, lorsqu'elles allaient au marché, les gars venaient se cacher. Ils guettaient les belles femmes. Ils portaient les belles femmes sur les épaules et ils détalaient. Donc, c'est pour vous dire que si vous voyez aujourd'hui les choses, essayez d'interroger leur antériorité. Monsieur Michel Ngachou, résoudre les problèmes qui dépassent leur entendement, leur âge et leur temps. Ici, le problème est raconté à quel temps? Je. Il ne veut pas je. Vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes avec le je. Il y a 3 signes ou 3 faits intégrateurs, monsieur Michel. Là, vous avez ce que les occidentalisés appellent le voir bébé. Quel est le rôle du voir bébé? Est-ce qu'on mesure l'ampleur du voir bébé? Il y a la cérémonie du nom. Monsieur Michel, dans un ménage, dans une famille, l'homme qui arrive, c'est-à-dire que si j'entre dans la famille de Sontia, j'ai épousé Sontia, j'entre dans sa famille. L'enfant qui va naître dans la famille de Sontia, quelle que soit la zone, portera mon nom. Premier signe d'intégration dans la famille, portera mon nom. Pour dire, mon cher, on t'a accueilli dans la famille, voilà ton bombo. Dans la cérémonie du bois bébé, on dit que sache que si un jour ça la dépasse, ton bombo a le devoir d'arriver chez toi et tu t'occupes de ton bombo. C'est ça, ces cérémonies que les occidentalisés aujourd'hui ont brisé. C'était impératif d'aller passer le week-end chez Sambombo. On est le bombo de quelqu'un. Mais ne pas le cas du bombo là. Non, monsieur, mais c'est vous qui avez mené loin. Nous allons mener loin. Excusez-moi. L'enfant a un nom. L'enfant est né dans une famille. Quelle est l'intégration qu'on a donnée à la propre famille de cet enfant? C'est pour ça que je vous dis que les jeunes veulent résoudre les problèmes en jeu. Vous êtes une famille. Vous faites un enfant, monsieur Michel Ngachou. Vous avez une tante que vous allez appeler pour dire que maman, je n'ai pas fait par exprès, mais c'est arrivé. J'ai fait pipi dehors. La tante va mettre les mécanismes en disant, bon, pour que ton père ne se fâche pas, on va lui donner le nom du père de ton père. Ouais. On commence les négociations là. Effectivement. On cache. Quand l'enfant naît, on dit que c'est la tante qui vient dire que oh, ton père est né. Ton père est né, dit que mon père dit que viens pas moi. Vous voyez, la colère qu'il portait, ça va descendre. C'est le jeu du nom. Donc ici, on a un enfant qui est né, perdu, désocialisé. C'est-à-dire, l'enfant est abandonné et puis on récupère l'enfant. La fille dit c'est mon enfant. Je ne peux pas laisser mon enfant. C'est le jeu. L'autre fait, et je termine par là, monsieur Michel. Je vous en prie. Dans le mariage, lorsqu'on décide d'aller, on définit tout. Ma fille que tu prends ma fille, pourquoi faire? Ah papa, je prends la fleur là, parce que je vais planter la fleur là dans mon jardin, je vais arroser, ça sera la plus belle fleur. Ah, la fleur là aura quelle position dans ta concession? Et non papa, si je mets trop devant, tout le monde va voir. Je vais me battre à trouver quand même un endroit où cette fleur pourra faire. Mais est-ce que cette fleur là, si elle vient donner les fruits, comment ça? On négocie tout pendant la dot. On ne laisse rien au hasard. C'est la raison pour laquelle pendant la dot, on introduit certaines clauses. Monsieur, ma fille n'arrêtera pas l'école. Est-ce que tu es d'accord? Oui, on consigne. Est-ce que ma fille, comme elle a un enfant, sera-t-il? On inclut. Est-ce que ma fille va continuer une activité parce que je ne veux pas avoir une fille dépendante? Tout ça se négocie pendant la dot. Mais regardez la dot que les gens font aujourd'hui. Allez chercher la mariée. Ah, le carburant est fini. On sort. Allez chercher
Ah, les gens, il y a tel problème. Voilà ce qu'on vit. C'est devenu beaucoup plus. L'argent, les valeurs ont disparu. On ne négocie plus véritablement la dot. Donc j'estime que ce n'est ni la faute de cette fille, ni la faute de cet homme. C'est la faute des familles qui n'ont pas su négocier et poser le rôle de cet enfant, la position de cet enfant. Merci Charlamagne Bachou, Bonbon Bengan, autorité traditionnelle également. C'est un fait qui est quand même, on va dire, récurrent dans la société actuelle. Vous en connaissez. Comment vous les résolvez au quotidien? Non, je conseille souvent aux filles, surtout à celles qui viennent d'apporter, je sens dire que ce n'est pas son enfant. D'abord, un enfant qui est né avant le mariage, ce n'est pas son enfant, c'est l'enfant de son père. Mais son père est né, il y a quand même quelqu'un qui a pris la dot. Il y a quelqu'un qui a pris la dot. Elle est allée en mariage comme si elle disait, comme mes parents ne vivent plus, bêta, ça ne se fait pas comme ça, ces choses. Ça ne se fait pas. Même si vous avez un projet, peut-être maman vous a appris à mener une vie de couple, une vie de famille, donc vous voulez aller en mariage, il y a des données que Charlamagne a énoncées tout à l'heure qu'il ne faut pas transgresser, ça va vous rattraper. Donc, et apparemment, deuxième chose, apparemment cette fille connaît le père de l'enfant, et le père de l'enfant connaît son enfant. Voilà. Donc, mais est-ce que lui, il a accepté que son enfant soit élevé par un autre homme, où sa femme va en mariage? L'histoire ne nous dit rien. Est-ce qu'il n'y a pas un bras de fer entre la fille, entre la femme et le père de l'enfant? Il arrive des situations où le gars veut prendre son enfant, la fille te dit c'est mon enfant, c'est mon enfant, vraiment, je l'ai même pas. Elle a dit qu'il n'a rien. Voilà il n'a pas les moyens. Le père de l'enfant n'a pas les moyens. C'est ce qu'il lui a dit qu'il ne peut pas. Donc lui, il a dit à la fille, à la mère, que lui n'a pas les moyens pour s'occuper de leur propre enfant. Pour le moment, oui. Et maintenant, le mari de la femme demande à la fille, renvoie l'enfant chez son père. Voilà, c'est ce qu'on appelait donc colis pour apprendre le langage de Dieu. Quand on envoie donc la fille en mariage avec un colis, comment ce colis ne doit pas devenir encombrant? C'est pendant le processus de la dot qu'on voit ces choses-là. On dit va en mariage, une de tes tantes prend l'enfant, ainsi de suite, où on négocie avec le garçon qui vient épouser la fille en lui disant non, jusqu'à voilà. Donc, nous avons le parlementarisme. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que le salut n'est pas individuel, il est collectif. Surtout l'enfant, la maison, la femme, c'est des biens collectifs. C'est des biens collectifs. Il faut que la communauté donne son point de vue là-dedans. Donc, je lui dirais à cette fille, oui, ton mari dit qu'il ne veut pas. Retourne-toi auprès de ta famille. Il n'y a pas de bras de fer à donner là. Très bien. Ou même, tu peux même... Avoir. Vous, papa, chef de famille, ou encore maman qui nous regardait ce matin, si c'était votre fils ou votre fille, qu'en direz-vous? On en reparle tout à l'heure. Mais avant la... Je m'interroge ce jour sur la question de la non-application globale de la Convention collective nationale de la manutention portuaire dans ce pays. Une convention collective nationale de la manutention portuaire avait été signée le mardi 6 mars 2018, quelques jours seulement ou quelques mois après le statu quo organisé par les dockers au port de Douala. Grande était leur joie de se savoir désormais pris en compte. Mais pour combien de temps? Comment comprendre, disent-ils, que ce soit la tutelle qui a imposé la participation inclusive du ministère ayant la charge d'un secteur d'activité à l'édition, la rédaction, la ratification et l'implémentation d'une convention ou toute autre disposition, telle que ceux qu'ils réclamaient de ce côté du port. Comment comprendre le laxisme et cette complicité tacite des autorités portuaires à ne pouvoir protéger la fonction de docker? La convention a été signée,
Les termes ont été appréciés et applaudis, mais seulement l'applicabilité dans le fond interroge encore plus d'un qui se pose des questions sous fond. Comment comprendre qu'une convention comme celle-là ne soit pas respectée dans sa globalité? Elle est respectée à dose homéopathique. Comment comprendre l'application en dents de scie de la convention collective qui tarde à être appliquée parce qu'il faut clairement, au préalable, définir le périmètre portuaire? Il ne cesse de se poser des questions. On a levé le pied sur un sujet, on a appuyé sur l'autre, leur donnant la possibilité de commencer par se contenter de ce qu'on a essayé de réactiver. Quel est le rôle trouble du syndicat national des transitaires transporteurs, ACONI et co-signataires du Cameroun, l'Union des entreprises de manutention du Cameroun et le syndicat national des ACONI au Cameroun? Comment comprendre qu'à ce jour encore, ils se plaignent de la non-transformation des bureaux d'embauche en entités juridiquement régies par le droit des sociétés commerciales, la non-inscription de certains dockers à la CNPS, la non-application effective par tout groupement de la Convention collective nationale de la manutention portuaire? Oui, ça a été signé, mais seulement tous n'en bénéficient pas, disent-ils sur le terrain. Ils se posent des questions parce que les jeux continuent à se faire. L'absence d'un contrat d'assurance, blocage sur les résolutions des états généraux des dockers, répartition inéquitable du travail, non-application des conventions et accords, désaccords sur les salaires de base, la sous-valorisation du travail horaire de travail, la non-prise en charge de la famille du docker, ainsi que du 13e mois. Cela avait pourtant été fait, mais on le dit là-bas, sous cap qu'il y a des choses. Il y a des choses qui continuent à ne pas être faites. On a fait pour contenter, on a fait pour apprécier, ça a été normalement signé, mais c'est à dose homéopathique. Y a-t-il ceux qui devraient bénéficier et d'autres pas? Point d'interrogation. Comment comprendre le fou apparu lors de la signature de la Convention collective nationale de la manutention portée en 2018? Savez-vous qu'auparavant, pour les dockers travaillant dans la sacherie, il fallait effectuer 25 paillettes à 9 000 francs CFA du fait qu'une palette comprend 40 sacs de 50 kg de riz pour compléter sa tâche journalière. Comment comprendre que lors de la signature, on a plutôt augmenté le nombre de palettes de 29 à 3 500, c'est-à-dire augmentant de fait le travail pour quel salaire? Comment comprendre que jusqu'à ce jour, les dockers de la place portuaire continuent à s'insurger contre leurs mauvaises conditions de travail au sujet de l'heure de la manutention? Ils se posent un ensemble de questions, ils font des revendications, mais ils ont au-dessus le bâton qui leur précise que, messieurs, c'est une chance. On a réussi à revoir un ensemble de choses, c'est des combats à venir, nous y travaillons, tout n'est pas forcément clair. On se demande donc pourquoi le ministre du Travail, interpellé 1, 2, 3 fois, ne se penche pas sur les dossiers pour essayer de demander l'application complète de cette convention. Comment comprendre qu'on prélève les impôts dans les bulletins de paie des dockers? Savez-vous que sur 100 000 francs CFA de revenus, un employé peut être débité de 40 000 francs CFA d'impôts, dont 5 200 francs d'assurance maladie, prélevés chaque mois? Il va lui rester combien? Telle est la question qu'on se pose, pourtant les textes sont clairs. Pourquoi certains jouent-ils avec le feu? Vivement que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale se penche sur le dossier, sur l'affaire de ces dockers, parce que cette convention, elle n'est toujours pas appliquée de manière globale. Elle est appliquée partiellement. Colère de Charles Hamel ce matin. Colère quand même justifiée. Colère qui voudrait que l'on fasse un petit tour dans les ports du Cameroun aujourd'hui, puisqu'on le sait, le port autonome de Douala en est l'un des plus importants que le Cameroun connaît aujourd'hui. On a également le port autonome de Kribi aujourd'hui et qui est en chemin. Et même si d'aucuns parleraient bientôt du port de Victoria, mesdames, messieurs, il y a de quoi respecter au moins ces conventions collectives signées autour de ces réalités, autour du port
des ports autonomes aujourd'hui au Cameroun. Mais la question des dockers est une question quand même qui depuis des années date et qui fait tellement de bruit. Finalement, ces dockers sont-ils importants ou pas? Ces dockers ont-ils une place crédible ou importante au sein du port ou pas? Comment est-ce qu'ils sont aussi maltraités? Et que dit le ministère de tutelle, celui du travail et de la sécurité sociale aujourd'hui? Bon, Bengan Kandji, je vous relance peut-être sur cette question. Qu'est-ce qui fait qu'au Cameroun, on peine tout le temps à appliquer justement les conventions collectives initiées autour des entreprises publiques, parfois pour pouvoir créer la sérénité autour de celles-ci? Mais qu'est-ce qui peut faire problème autour de ces conventions collectives permanemment, on va dire, foulées du revers de la main? Est-ce que c'est simple? On protège les intérêts des étrangers plus que l'épanouissement de ses propres citoyens. C'est aussi simple que ça. C'est simple. Ce jour-là même, et c'est bien que Charles Hamel ait précisé la date, ça me rappelle M. Maximilien Ntonet Diboti, qui est l'un des syndicalistes, avait dit ce jour, le patronat négocié, on a signé la convention collective, mais rien ne sera appliqué. On a déjà violé la convention. Donc, on a déjà violé la convention. Donc, pour qu'on se comprenne à peu près bien, c'est quoi? C'est que les dockers ou bien les qui travaillent dans cette manutention pouvaient se retrouver avec 5 000 francs à la fin de l'année, à la fin du mois, pardon, à la fin du mois. Mais ils ont entendu qu'ils avaient ce qu'ils appellent carte bleue, carte rose, carte blanche pour avoir accès au port. Et leur contrat de travail, j'allais dire, était de bouche. Vous pouviez venir aujourd'hui, on vous dit vous ne venez pas demain. Donc, il n'y avait pas de statut de travail, j'allais dire, le travail est précaire là-bas, bien que encadré par les syndicats qui tournent autour, mais le travail est précaire. Mais est-ce que c'est dit qu'on n'a pas besoin de ces dockers? Moi, je ne comprends pas. Mais attendez, vous ne pouvez pas travailler sans dockers. Quel port au monde peut travailler sans les dockers? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais on vous met dans des conditions de paupérisation de telle manière que vous êtes toujours là en train de chercher à travailler. Parce qu'à la maison, il faut payer, il faut manger, il faut se soigner. Il faut se soigner. Au lieu donc qu'on vous trouve un cadre normatif pour que à la fin du mois, vous sachiez quand même que vous avez vos 5 francs, comme on dit au quartier. Là, même ce cadre, on vous vend le vent. On vous vend le vent. Parce qu'il y a une chose qu'il faut également dire. Hein, le port de Douala notamment, il y a une zone qu'on appelle port convention. C'est-à-dire que c'est une zone purement française. Même si vous faites n'importe quel travail dans cette zone, quand un bateau français arrive, banane et tout, on vous dit, vous laissez d'abord. Il y a priorité. Port convention, c'est ça? Oui, ou bien c'est un espace... C'est un espace réservé, on vous dit, c'est nous qui avons construit. C'est un espace qui est réservé. Comme ça. Donc, vous venez là-bas et on peut vous faire travailler dans cette zone-là 24 heures sur 24 pendant une semaine. Si on veut faire décharger ou charger un bateau, on vous fait travailler pendant une semaine et on vous paye comme on veut vous payer. Or, cette convention dont le nom Charles Hamel disait par exemple qu'on pouvait passer à ce qu'on appelle les services d'écart. Donc vous avez vu, vous avez 22,6, vous avez 6,22, vous avez 14,22. Bon, les heures, les services d'écart, il y a l'écart. On peut être dessus. Et il fallait donc supprimer ces caractères-là de telle manière que comme vous êtes syndiqué, vous avez déjà l'accès à ce travail et que la rémunération mensuelle devait être encadrée parce que vous pouvez faire ça, c'est ça. Donc c'est ça qui n'est pas appliqué. C'est ça qui n'est pas appliqué précisément. On revient à cette logique qui était à notre époque. On vous parlait de Tchoukhet. Tchoukhet, donc tu mets la tête, tu me portes et tout. Donc on vous transforme effectivement en Tchoukhet comme ça et sans avenir. Mais qu'est-ce qui t'explique, mon bon? Je vous dis où se trouvent les intérêts des étrangers. On préserve d'abord les intérêts des étrangers et vous savez que la bataille qu'il y a dans nos ports africains fait que nos ports ne nous appartiennent pas. Oui, c'est un milieu autrement peut-être ça revient à la charte sur l'impérialisme, comme que Charles Hamel a évoqué au départ. Aujourd'hui, dire justement aux Camerounais aujourd'hui, pour le cas du port autonome de Douala,
que le port autonome, est-ce qu'il appartient aux Camerounais ou il appartient encore aux étrangers? Peut-être c'est là l'élément fondamental qui nous permettra de mieux comprendre. Il appartient aux Camerounais, mais il y a des priorités. Là, on vous dit pas convention, c'est ici. Tout ce qui se passe là, c'est priorité telle. Vous voyez que ce que dénonce Charles Hamel a d'ailleurs bloqué aussi le port de Kribi. Parce que dans ce genre de situation, où est-ce qu'on va... quel est le déploiement qu'on peut réserver aux dockers quand on les envoie à Kribi? Donc, ça a bloqué. Ça a bloqué. Et justement parce qu'aujourd'hui, avec les effets des réseaux sociaux, un certain nombre de choses, la communication passe, bon, ils se disent, bon, bêta, on va progressivement, et même les dossiers de port de Kribi sont traités à Douala. Donc, en réalité, c'est que comment continuer à préserver les intérêts des étrangers en empêchant l'épanouissement de nos propres citoyens? C'est très grave. C'est le problème qui se pose là-bas dans la classe portuaire, justement. Et vous estimez, enfin vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a eu ce syndicaliste qui avait d'abord pensé que le patronat avait déjà siégé et pensé cette convention ne sera jamais respectée. Alors conscient justement du fait que cette convention ne sera pas respectée, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour amener le port autonome de Douala à respecter cette convention qui a été signée, à appliquer en fait cette convention, si jusqu'à aujourd'hui, si d'aventure, rien n'a encore été fait jusqu'à présent? En réalité, c'est le ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui devrait le faire. Parce que d'abord, c'est un milieu qui est fondamentalement infesté. Quand je dis infesté, ça veut dire qu'il y a plein d'indices là-dedans. Il y a des gens qui font des rapports contre leurs propres collègues alors qu'eux-mêmes sont maltraités. Précisément parce que derrière, on peut te donner 20 000 en plus et tout. Et qui fait que lorsque vous allez organiser un mouvement de grève, que j'ai dit un mouvement de colère, moi je n'aime pas aussi le terme que vous utilisez souvent, mouvement d'humeur. Non, il faut donner la qualification à ces mouvements-là. À ces mouvements de colère ou de revendication, il y en a qui vont dire « Ah, c'est Ngachou !» et Bombo qui sont devant. Demain, vous dites, vous n'avez pas accès. Mais les autres ne seront pas payés. Mais vous allez voir les gens accourir, ils vont même chercher d'autres quartiers, vont dire, jusqu'à ce qu'un mois après, ils constatent aussi la même galère. Ils rentrent et tout. Voilà dans quel cercle vicieux nous nous trouvons. Très mauvais engrenage. Oui, c'est un peu, on utilise la même politique qu'on utilise avec les mototaxis. Vous avez vu, quand les ministres viennent, ils prennent les mototaxis, vous dites, voilà, vous l'accompagnez et tout. Et quelques temps après, les mototaximens n'ont pas de statut. Merci beaucoup. Karine, qu'est-ce que ça vous explique cette colère ce matin? Vous avez certainement un avis à propos? Oui, justement, parce que lorsque vous observez comment ça se déroule le travail des dockers et autres acteurs du service portuaire, vous vous rendez bien compte que les revendications ici soulevées par M. Mbachou sont idoines, sauf que depuis le 6 mars 2018, il n'y a plus rien qui s'est fait. Et il faut rappeler que le 23 octobre, le ministre Gloire Ona était à Douala, et de la même année, il était à Douala, et les syndicalistes, les dockers et autres lui ont soulevé encore ce même problème de la non-application de cette convention collective et nationale de la manutention portuaire. Et il a dit qu'il faut prôner le dialogue. Il les a invités encore à dialoguer, alors que... Lui demande oui, il leur a demandé le dialogue, alors que c'est qu'il y a une convention sur sa table qu'il faut appliquer. C'est comme s'il s'est dédouané en fait de la question, parce que c'est lui qui est censé réguler le secteur du travail au Cameroun, peu importe que ce soit privé ou public. Mais dans ce cas-là, il a demandé qu'il faut qu'il y ait un dialogue encore entre les syndicalistes et le patronat du port pour établir encore les conditions de travail. Sauf que dans ce cas-là encore, il y a les syndicalistes qui disent qu'on n'a même pas jusqu'ici encore déterminé le périmètre portuaire dans lequel se retrouvent ces réclamations. C'est-à-dire qu'il y a ce que Momoka appelle aujourd'hui les zones qui ne sont pas admises pour les PME camerounaises. Maintenant, il y a les zones qui sont admises pour les multinationales qui viennent, les multinationales. Donc, on n'a pas encore déterminé même le périmètre dans lequel ces dockers vont travailler. Et ici, le ministre dit il faut encore dialoguer pour trouver un terrain d'entente. Comprend-il grand-chose également? Est-ce qu'on a l'impression qu'il se comprend et qu'il comprend la situation? Ou Dominique Audrey, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement lui-même jette de l'huile sur le feu sur la question de ces dockers-là?
en ne permettant pas qu'il y ait le respect de ces conventions. En ne faisant rien. Justement, c'est un problème, Michel. Lorsque vous parcourez les revendications ou bien les promesses faites aux dockers sur la revalorisation de leur travail, on est obligé de se mettre en colère. Là-bas, lors des différentes assises, parce que vous savez, en 2018, les dockers ont menacé de bloquer l'entrée principale, l'entrée unique au niveau du port, si et seulement si on ne leur prêtait pas une oreille attentive. Justement, ils avaient des revendications. Ils estiment que les heures de travail étaient intenses. À cette époque-là, ils disaient qu'on leur payait 200 francs de l'heure. Vous imaginez les charges que ces gars portent? C'est énorme. 200 francs une heure. Et vous faites combien de tours? Parce que aussi, il y en a qu'on paye à la tâche. 200 francs une heure? Une heure de travail. Oui, parcourez les différents articles qui sont parus à cette époque. Quand je dis sérieux, c'est que je suis berlué. C'est normal que vous soyez interloqué. Oui, ces dockers-là se plaignaient. Et à côté de ça, ils ont dit, rendez-vous compte que les armateurs, on leur fait payer 39 € de l'heure. Mais aux dockers, on leur donne 200 francs de l'heure. 39 €, ça fait sensiblement 13 000 par là, 13 000 francs par là. Ouais. On sait que comment on peut payer 13 000 pour l'armature et la personne qui décharge le navire, on lui donne 200. C'est déséquilibré. Donc c'était ça la revendication. Ils voulaient qu'on aménage les heures de travail par rapport au service de car. Il était également question qu'on prenne en charge leur famille et qu'on leur donne le 3e mois. Beaucoup, en 2019, se plaignaient toujours du fait qu'ils n'étaient pas encore affiliés à la CNPS. Pourtant, ça faisait partie de toutes les promesses. On devait revoir les primes. Impliquées dans la convention. Hein. Tout à fait. On devait revoir les primes salariales. On devait revoir... on devait leur donner le matériel de travail, le matériel de sécurité de travail. Mais aujourd'hui, lorsque vous en parlez avec eux, ce n'est pas ça. Donc voilà un corps, je ne sais pas si on doit appeler ça corps de métier. Peut-être c'est un corps de métier qui, aujourd'hui, malheureusement, n'a pas encore bénéficié de la nouvelle technologie. Parce que lorsqu'on regarde comment ça se passe ailleurs, on ne porte plus les charges sur le corps. Il y a du matériel qu'on met à disposition des dockers pour pouvoir porter les charges, Michel. Et merci également à vous, Dominique Audrey. Mesdames, Messieurs, quel regard vous y jetez? Oui, des questions qui sont posées. On en reparle juste après la pause. Bon retour, mesdames et messieurs. Merci encore à vous. Merci à tous de rester présents sur Equinox Télévision. 10-12, le Zénith se poursuit avec vous et nous tentons de comprendre effectivement pourquoi ce non-respect de cette convention liée, on va dire, à la manutention au port, à la manutention portuaire aujourd'hui au Cameroun. Pourquoi ce non-respect? Charles Mbachou, vous l'évoquiez ce matin dans votre colère. Il est important également que l'on sache qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour passer réellement à l'application. Quelle pression peut-on foutre réellement sur le ministre du Travail, la Sécurité sociale, y compris la direction du port autonome de Douala aujourd'hui, pour la cause normale de ces dockers? Alors, vous savez déjà qu'avec 36 000 francs, on peut vivre au Cameroun. Ah ben non, c'est pas sérieux. Vous savez vous ne validez pas ça, monsieur Mbachou. Vous savez qu'avec 36 000, on peut vivre au Cameroun. Même si vous êtes ironie, on peut se déplacer, on peut se soigner aisément avec 36 000. Monsieur Michel Ngachou, les mots sont utilisés avec stratégie pour faire passer un certain message. Lorsqu'on vous dit 36 000, aujourd'hui, bon, vous a dit qu'un docker rentre avec combien à la maison à la fin du mois? 5 000 francs. Vous avez déjà vu un docker, monsieur Michel Ngachou? On les connaît, quelques-uns. J'ai dit, vous avez déjà aperçu un docker? Vous avez déjà vu un docker quand il a faim, il veut manger? Vous avez déjà vu le corps du docker? Ça, c'est la première phase. Avez-vous déjà vu un docker à la fin de sa vie? Malade, foutu. Il meurt, excusez-moi, comme des chiens. Ils n'ont pas moyen de se soigner. Ils n'ont pas moyen, monsieur Michel Ngachou, de prendre des médicaments liés au problème des reins, le problème de hernie, les différents problèmes toxiques liés à l'inhalation d'un ensemble de choses. Voilà autant de choses que je peux vous dire. Avez-vous déjà assisté, monsieur Michel Ngachou, au déchargement d'un bateau par des dockers? Ne parlez pas des choses dehors. Non, mais je vous dis, est-ce que vous avez déjà assisté et que vous finissez, on vous dit qu'on vous prend l'heure à 200 francs, monsieur Michel Ngachou?
200 francs CFA, pendant que ceux qui sont proches de vous sont à 25 580 poussières en termes de francs l'heure. Attends, nous allons où, monsieur Michel Ngachou? Vous n'oubliez pas que quand on organise, on met sur pied une commission, un texte de loi. Avant que le texte ne soit voté, on a déjà développé la méthode de contournement. C'est la première chose. Au Cameroun. C'est la première chose. Comment contourner? Mais les dockers ont l'organigramme, le plus mauvais organigramme qui soit. Continuez de descendre au port, vous allez vous rendre compte que c'est au jour le jour qu'ils arrivent. Que c'est au jour le jour qu'ils arrivent, monsieur Michel Ngachou. Qui va-t-on accuser? Les délégués du personnel, les présidents des syndicats, que font-ils? Oui, on a accepté, oui, ça a changé, mais allez voir l'applicabilité. Battez-vous d'abord. Ceux qui veulent lever la tête, on dit que mais vous ne sont vous ajouter qu'on va vous inscrire. Toi, viens, on va vous inscrire, on inscrit une partie. Ah non, mais vous avez commencé. Ah, laissez-vous, ne vous dérangez pas. Vous aurez votre 13e mois, ça va passer. On gère à dose homéopathique, monsieur Michel Ngachou. Pourquoi le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ne peut pas abandonner son siège un temps soit peu et faire le tour, comme Bamboka dit, du port de Kribi, du port autonome de Douala, descendre, toucher du doigt les réalités, monsieur Michel Ngachou, et de demander, monsieur Michel Ngachou, la résolution de l'ensemble des problèmes. Je vous assure seulement le temps de maladie. Comment vous dites, vous pouvez passer à 29 palettes, vous devez faire 29 palettes à 3500 francs. Et ça provoque une augmentation du temps de travail. Oui, ils ont choisi, parce que c'est par dépit. C'est par dépit, il n'y a pas mieux. Et qu'ils se retrouvent avec combien? On va vous prélever 5200 pour les assurances, on va vous prélever sur le bulletin de paie, vous allez vous retrouver avec quoi, monsieur Michel Ngachou? Mais ce qui est quand même fondamental, c'est que vous dites justement qu'il y a des impôts qui sont que l'on parvient à soustraire dans les salaires de ces dockers. Mais cher Lamel, est-ce que c'est pas tuer consciemment justement ces dockers-là? Dans votre collègue, vous l'avez souligné quand même, non? Vous savez, monsieur Michel... Des impôts que l'on parvient à soustraire dans un salaire? Monsieur Michel Ngachou, c'est faisable? Je vais vous dire que quand vous allez percevoir votre salaire, vous connaissez ce que vous devez toucher. Vous avez le chiffre. Mais on vous dit, on a prélevé ça, l'assurance X, on a prélevé Y, on a prélevé Z, voici ce qui vous reste. Vous n'avez pas là tout de go l'envie de vous énerver, de vous mettre en colère. Oui. Vous n'avez pas, monsieur Michel Ngachou, vous n'avez pas l'envie même de porter ces récriminations à vos camarades. C'est le jour que vous tombez malade et que vous vous souvenez que vous êtes prélevé de 5200 francs pour vos frais maladie. Quand vous allez, comment on vous dit, monsieur, taisez-vous, vous n'avez pas tel cas, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. C'est en ce moment que vous réalisez que, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Lorsqu'ils ont grévé, ils ont fait cette grève, on a réaménagé. On a réaménagé, ça je le dis à haute intelligible voix, on a réaménagé, mais sur le papier, sur le terrain, c'est compliqué. Qu'est-ce que font donc les délégués du personnel? Voilà à quoi est-ce qu'ils servent? Et les présidents des syndicats. Et les présidents des syndicats. Voilà donc la bonne question qu'il faudrait se poser. Pourquoi ne lèvent-ils pas? Vous voyez, dans tout mouvement, rappelez-vous, avec les ingénieurs, les enseignants ingénieurs, les docteurs PhD, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord sélectionné les premiers, ceux qui étaient devant, ceux qui avaient tenté de poser tel ou tel acte, c'est eux qu'on a d'abord pris devant, on a sécurisé, on leur a dit, allez dire aussi avec votre collègue que ça va être fait. Lorsqu'ils sont allés, ils ont dit, ils ont cru que la tension devait baisser, on a dit non. Tant que ce n'est pas fait pour tout le monde, nous ne sortons pas. Là au moins, on a eu des personnes qui ont su prendre et défendre les intérêts de tous. Mais ce n'est pas la même chose. Vous avez des gens qui décèdent. Ceux, par exemple, qui avaient grève, beaucoup sont morts, monsieur Michel Ngachou. Beaucoup sont morts. Ceux qui avaient grévé la dernière fois, il y a beaucoup qu'on a virés. Vous devez le savoir, qu'on a retiré pour avoir manifesté. On les a retirés. Mais ils sont arrivés. Vous avez porté les sacs de riz. Vous avez porté les cils. Vous avez porté ça. Le dos. Vous pensez que le dos tient? Vous pensez que le thorax a une portée? Vous inhalez des poussières, vous vous retrouvez malade. Et je vous assure, quand vous regardez, vous allez en France, vous prenez le port de Marseille, vous voyez comment, vous frappez là sur n'importe quel moteur, comment est-ce qu'on tient la santé. L'argent du docker va dans sa santé, monsieur Michel Ngachou. L'argent du docker va dans sa santé
parce que tellement il y a des mesures de protection, il faut qu'ils se protègent. Mais est-ce que nos dockers, ils ont ça, des produits, des équipements de protection individuelle? Est-ce qu'ils ont ces épis? Ils n'ont pas ces épis. Et ils se retrouvent donc à transporter, porter, pourtant c'est défalqué en disant pour les mesures de sécurité. On espère que dans les jours à venir, on pourra avoir des images de ces dockers pour pouvoir mieux illustrer la réalité de la profession qui est la leur aujourd'hui au Cameroun, mais surtout... Non, monsieur Michel, ne demandez pas des images, ne demandez pas des images à des individus à qui on a dit que vous êtes ici pour nourrir vos familles. Les autres qui parlent là ne connaissent pas. Chacun se bat pour sa famille. Tant que tu peux avoir ton petit pain, reste là. Si tu veux lever la tête, on cogne. On fait donc comment? Qu'est-ce qu'on fait ici lorsqu'on se plaint de la situation de ces dockers? Est-ce que ce n'est pas justement pour amener les autorités portuaires à prendre plus leurs responsabilités? Le ministère du Travail a martelé jusqu'à ce que... qui concerne les Camerounais, voilà, et qui doit être résolu par des Camerounais. Donc quand on en parle, c'est parce qu'en réalité ça nous choque, ça nous énerve, et il faut exposer pour montrer le mal des dockers au Cameroun. Donc ce n'est pas une affaire d'un docker, ça fait de tous les dockers de tous les ports du Cameroun. Monsieur Ngachou, on vous demande d'être patriote. La petite école où j'ai été, on m'a appris que la patrie, c'est un territoire, un peuple et un gouvernement. Ça veut dire que dans le cas précis où on vous demande d'être patriote, accrochez-vous au gouvernement. Donc, tapez sur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale par rapport à ça. Le port de Douala est séquencé, je dirais, en deux parties. Il y a la partie dite conventionnelle, de poste, je pense, 1 au poste 13. C'est là où beaucoup de choses se font, les vracs, les acres et tout et tout. Et quand il y a un bateau français qui va arriver, le reste là, on met de côté, on vous dit, on vous réquisitionne pour ça. Il faut savoir ces choses-là. Voilà. Le Cameroun a des postes 14, postes 17. Comme ça que c'est réparti. Là-bas alors, c'est mauvais. Parce que vous avez dit, on va avoir l'image ici. Vous amenez l'image ici, et je pense que Ndiaye Kamtiamini l'a rappelé dernièrement, s'agissant de problèmes anglophones. Vous voulez vous fourrer le nez, sachez que votre principal adversaire, c'est la France. Donc, le port de Douala, comme il s'agit de lui aujourd'hui, sachez que vous vous attaquez aux intérêts français. Sachez-le d'abord. Donc, quand vous ne créez pas une crise diplomatique, accrochez-vous à votre ministre du Travail et de la Sécurité sociale. C'est lui qui est l'homme du dialogue social. Quel est le dialogue social qu'il a insufflé? Et puis qu'il est là pour amener les patrons à respecter au moins 80% de ce qui a été commencé. Bon, Bengan, j'aimerais également vous dire que ce n'est pas seulement au niveau des dockers que cela se passe. Parlons de convention collective au Cameroun. Oui, peut-être parlons un tout petit peu des journalistes aujourd'hui. Quelle est justement la convention qui a été signée il y a quelque temps, il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui, sur la situation des journalistes camerounais? Nous aussi, on peut lever la tête et dire que jusqu'ici, il y a encore un réel problème autour de ces conventions collectives. Vous êtes sûr que vous avez les mêmes problèmes que les autres là? Oui, écoutez. Non, pas les mêmes. Nous, on peut au moins se débrouiller. Mais le docker, attendez. Oui, non, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'au Cameroun, en fait, les questions de conventions collectives ne sont jamais respectées. Et moi, je prends le cas de ma profession de journaliste. On sait exactement comment ça se passe. On sait qui sont les signataires, les co-signataires. Les respectent-ils ou pas? Que dit le ministre de la Communication et même le ministre du Travail aujourd'hui? C'est le ministre du Travail, c'est pas la Communication. Qu'est-ce qu'ils disent? Sachez que si vous l'ouvrez même, beaucoup de vos collègues là vous demanderont de la mettre en veilleuse. Oui, bah, parce qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Donc, sachez donc que le port de Douala, la propriété du Cameroun, c'est ce que vous appelez terminal à conteneurs là. Poste 14 à 17. Poste 1 à 13, c'est pas vous. Voilà. Sachez-le, il faut savoir ça. Il faut déjà le savoir. C'est sérieux parce que j'ai dit le terminal à conteneurs, c'est poste 14 à poste 17, c'est ça qui est à vous. De poste 1 à 13, c'est pas pour vous là. Donc c'est ce qu'on appelle port conventionnel. Donc on dit que le Cameroun gère ça en collaboration, en partenariat avec la France. Mais quand les intérêts de la France, un bateau de bananes arrive, on met d'abord les autres, on vous dit vous accostez en haute mer, vous attendez d'abord. Donc quand vous avez donc ce type de fonctionnement qui n'existe pas au port de Marseille, vous voulez valoriser vos dockers comment?
ils vont faire les grèves tous les jours, ça ne changera pas. Donc il faudrait seulement qu'on interpelle le ministre du Travail. Est-ce que même le ministre peut le faire? Non, il ne peut pas le faire. Parce que nous disent donc que je ne peux pas. Non, il ne peut pas le faire. C'est lui qui doit faire respecter la convention. Il est ministre du Travail. On a créé ça pourquoi? Mais depuis la convention, là, il ne voit pas ça. Depuis que les dockers se plaignent, il ne voit pas. Lorsqu'on créait ce ministère en 2004, on a dit qu'on passe de la prévoyance à la sécurité sociale. Même la CNP n'a pas encore changé de nom. Bon, ça veut dire nous, on doit s'accrocher à lui, c'est lui. Donc, qu'il nous fasse comme Ambassa. Ambassa a dit, moi je suis l'ingénieur de l'État. Mais on m'empêche de faire mon travail. Voilà. Qu'ils disent donc qu'est-ce qu'il y a. Non. Vous savez, le personnage ne vous dira rien en même temps. Vous savez, on est dans une promotion. Lui l'a dit. Oui, mais le personnage, le connaissant, ne vous dira rien, il faut le dire. Parce qu'on. Voilà. Si le personnage, il vous dit qu'au Cameroun, vous devez être en 6 000 francs CFA. Maintenant, les dockers ont 5 000. Oui, mais. Ils ont 5 000 par mois. Et qu'ils atteignent alors 36 000. Si le personnage vous dit qu'au Cameroun, vous pouvez être en 6 000 francs, le connaissant ses sorties, connaissant ses réactions, connaissant sa posture, à quoi vous attendez-vous donc? Il faut trouver d'autres formules pour voir. On s'attend à ce qu'ils comprennent qu'avec 5 000 francs, c'est la mort. Merci à vous. Allez, rapidement, Karine Sontia, les messages de nos téléspectateurs. Ce gouvernement de voyous travaille pour la France. C'est pour cela qu'il pille toutes les richesses du Cameroun en pensant qu'ils sont en train de piller la France. Et pourtant, ils sont en train de tuer le Cameroun et leur population qui souffre. Tout le monde va finir par marcher. Ça va changer quoi, Karine? Non, ça va changer. Ça va changer quoi? Moi j'ai un problème. Vous gueulez aujourd'hui face à ceux qui marchent. Demain, ça vous frappe et vous allez sauf que marcher. C'est à chacun son tour. Les avocats, les éleveurs, les malades pour manque de dialyse. J'ai dit, les marches vont changer quoi? Parce que, rendons-nous à l'évidence aujourd'hui. On est dans un pays qui s'appelle le Cameroun. Bon, comme on l'a dit sur ce plateau, on connaît tous qui est l'ennemi commun, qui est la France, parce que tout le monde le sait. On ne s'en cache pas. Donc, mais maintenant, vous croyez que ça en marchant, ça va changer quoi? Qu'est-ce qu'on devrait faire, Michel? Mais justement, il faut trouver d'autres stratégies. Il faut donc mettre de côté l'ennemi, il faut l'attaquer frontalement. Comment la rébellion? Comment? Non, je dis, il faut l'attaquer frontalement. Vous voulez quelle rébellion? Michel Gachou. Vous identifiez un ennemi, vous trouvez les stratégies justement pour mettre de côté l'ennemi. On a les trouver en France là-bas? Non, mais ici, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que même pour attaquer frontalement, entre guillemets, comme vous êtes en train de dire, il faut commencer quelque part. La marche a marché en Inde avec la révolution du sel. Ça a marché. Tout à fait. Ça a marché. Mais donc, on commence d'abord par marcher. Gandhi propose par exemple de ne pas consommer les produits venant de la Grande-Bretagne. C'est un exemple. Oui. Alors si les Camerounais se disent, bon d'accord, nous ne consommons plus de produits venant justement de ce pays-là. En contrepartie? Mais consommons local. La consommation locale, pour dire qu'on ne consomme plus la culture du riz. Donc, les nouvelles qui nous parviennent de kilomètre 5 font état de ce que des gens font des rangs et des rangs comme s'ils n'avaient jamais vu Mathusalem. Donc vous dites que vous allez dire que vous allez interdire la consommation de quoi? C'est la merde. C'est nous là où vous allez même les pousser. J'ai suivi une engueulade hier qui m'a plu. Une femme qui engueulait sa voisine au quartier en disant: tu laisses les bouteilles au minéral, c'est à 350 pour aller les acheter à 500 là-bas. Mais on va à la clim, on va les escaliers. Elle paye d'abord le transport. Après, on vous dira que vous êtes dans la complicité. Non, j'ai dit tout à l'heure. Revenons à la question. Michel, dans votre question, il y a la réponse. On ne fait pas de proposition sans solution. Lorsque vous êtes en train lorsque Dominique parle de la marche du sel, c'est parce que en proposant de boycotter les produits de la Grande-Bretagne, Gandhi avait proposé des retours. C'est-à-dire que la promotion de l'agriculture indienne, de la culture du riz et autres aliments. Donc vous ne pouvez pas nous dire que nous on va faire ça. Qu'est-ce qu'on aura en retour? Parce qu'on va mourir de faim. Non mais c'est fou de penser pareil. Moi j'ai un problème. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous dire on doit encourager les cultures locales? On doit encourager les Camerounais à se dire rentrons. Qui doit encourager les cultures locales? Les Camerounais, madame. Non, Monsieur Michel, je vous prends. Nous, on a des leaders, c'est eux qui doivent encourager. Monsieur Michel Gachou, je vous prends un exemple. Lorsqu'il y a pénurie d'huile de palme, oui, parce que nous importons de l'huile de palme du Gabon et de partout, on est censé
donner la possibilité à tous les producteurs d'huile de palme, de Mangoulé, Bonnet-Poupa, Yabassi, jusqu'à Gondion, de sortir et de ravitailler le marché, histoire d'avoir les plus grandes parts en termes de marché pour combattre les importations. Mais qui sont les premiers qui nous vendent cette huile 3 fois plus chère que l'huile importée? C'est les Camerounais eux-mêmes. Or, que lorsque Gandhi, lui, lance son mouvement du sel en mettant sur pied une production locale, local, il demande à tous les fermiers, à tous les agriculteurs d'adapter leurs produits pour permettre une pérennité, d'adapter le prix de leurs produits aux citoyens le plus bas. C'est ce que les gars font. Ils réussissent à adapter à des acteurs. Au lieu qu'on vous vende au prix de l'anglais, on vous vend ça au prix de l'indien. Les Indiens ont commencé à rentrer dans la commercialisation et ça a marché. Mais si vous impulsez ça ici, je vous assure que le jour qu'on... D'abord, vous connaissez que les eaux aujourd'hui se vendent 1,9 à 300 francs. Bon, j'ajoute, on est au port, pour qu'on se comprenne bien. Les Français géraient seuls jusqu'à une certaine époque les dockers, tous les dockers à travers ce qu'ils appellent le GEPAC. Oui. Quand ce que vous appelez port autonome commence à arriver, le boycott commence, c'est là où la France vous dit donc je détiens votre corps, je vais voir comment vous allez faire. Et commence donc à séquencier. Par exemple, il y a le quai Alumine, vous avez de l'alumine, non? Voilà, il y a le parc à bois, il y a le quai Meunier, là où vous parlez du blé dernièrement. Ils ont donc commencé à séquencer en disant, d'accord, nous on prend donc tout l'espace. On ne gère plus les dockers, on va voir. Voilà quand on parle souvent du sabotage. Et je pense qu'il faut lire le livre de Paul Fokam-Kamouni, qui parle de l'intelligence économique. Il dit que la guerre économique est plus, est plus meurtrière encore. Il faut lire ce livre, l'intelligence économique de Paul Fokam-Kamouni. Il faut les lire. Et c'est pour ça que j'aime rappeler également ces propos d'un écrivain américain qui ont été repris par Jean Ziegler, qui disait que McNamara a tué plus de gens quand il était président de la Banque mondiale que lorsqu'il était secrétaire d'État à la défense des États-Unis et il a engagé l'armée américaine au Vietnam. Donc à la Banque mondiale, il a tué plus de gens. Voilà ce qui se passe. Donc la situation des dockers, c'est que le gouvernement camerounais a mal négocié ces choses. On laisse tous les intérêts aux étrangers, on les protège et vos propres citoyens, vous les maltraitez. Répression. On va continuer les messages, Karine. Karine, les messages. L'histoire ne nous dit pas ce qui a été négocié lors du mariage. Et même si le mari a accepté de s'occuper de l'enfant et après 1 an, il change d'avis, on fait quoi? Je crois que ce problème, il faut le résoudre. Je viens... voilà, la femme doit être indépendante, c'est très important. Certains hommes n'aiment pas ça, puisqu'ils ne pourront pas contrôler leurs femmes, des radins comme ça, Delphine Nunda. Qu'est-ce qu'on appelle être indépendant? Je veux que vous compreniez ça. Du moins, l'indépendance, pour moi, je me suis dit, si la dame réussit à avoir de quoi, si elle a de l'argent, elle peut envoyer sa fille chez quelqu'un, puisque sa famille, visiblement, estime qu'elle n'a pas suffisamment pour nourrir et s'occuper d'un enfant de 3 ans, qu'elle travaille et qu'elle donne son enfant à une tante. Et chaque fin de mois, elle achète nourriture, argent, de tout, qu'elle s'occupe de son enfant, mais à distance, puisqu'elle tient tant que ça à rester mariée. Même on pense qu'il faut parlementer, car on ne parlemente pas avec quelqu'un qui vous a déjà dit non. Moi, je préfère que quelqu'un me dise non aujourd'hui, que de dire on va voir et après il va maltraiter. Il ne s'agit pas d'un enfant fait hors mariage. Il vous a dit non, d'accord, il ne s'agit pas d'un enfant fait hors mariage, mais d'un enfant fait avant le mariage. Donc le couple devrait avoir eu le temps de débattre de ce problème avant le mariage. Francis Paco, quand tu es dépendante de l'homme, quand tu es dépendante, l'homme te respecte et tu te mets à l'aise comme tu veux et le goût de ton argent est bon. Ah, ça c'est quand tu es... Voilà des propos qu'il ne faut pas apporter dans une vie de couple. La vie de couple, c'est la complémentarité. La vie de couple, ce n'est pas chacun pour soi, Dieu de pousse. Sauf que ce mari fait ça. Hein. Voilà, mais quand vous avez donc des particularités comme celui-ci, on dit
vous commencez à parlementer parce que au départ, vous n'avez pas su le faire. Ça coûte quoi à cette femme de dire, chérie, je sais que ça pèse, mais voyez la situation, c'est comme si j'étais ma fille. C'est comme si... le problème, c'est où il va peut-être... C'est un homme. Est-ce que comme vous dites souvent que quand vous entrez, et c'est pour ça que les occidentalisés ne savent même pas ce qu'on appelle mariage. Tu rentres, tu trouves ta femme bien la bouche au poids mort. Et toi, tu regardes d'abord là, tu commences... Voilà, donc, vous ne connaissez pas ces choses. Donc, quand la femme commence, reste, mon mari fait le marché, comme il en a l'habitude et tout. Maintenant, si je revendique, ça risque de... Or, je dois lui poser un autre problème. Le soutien de mon enfant. Tu commences à adopter une attitude telle que disent, qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas, et quoi? C'est comme si j'abandonnais mon enfant, c'est comme si je jetais mon enfant dans un fumier et tout, vraiment, il verra. Il y a des tactiques. C'est pour ça qu'on vous dit. Une question. Est-ce que la femme est une bonne négociatrice? Parce que une fois quand même dans la maison avec les femmes d'aujourd'hui, non. Non, écoutez les filles, non, écoutez, peut-être pas vous. Moi, je parle de la femme d'aujourd'hui, ça la mère vous l'a dit. C'est un policier qui guette le bandit. La femme ne sait plus négocier. Est-ce que c'est pas négocier? Parce que comment vous estimez que la femme a le pouvoir en toutes choses, à tout moment et partout? Qu'une question comme celle-là parvient quand même à échapper à une dame comme ça, au point de se plaindre et de ramener un sujet par la suite. Charles Bachou. Si un jour vous voyez... Non, il ne s'agit pas de vous, Karine. Si un jour, monsieur Michel, il y a même des images sur Facebook qui illustrent ça. On voit un message, mon amour, mon bébé, mon trésor. L'homme dit, on ne m'a pas encore payé. Patient, on ne m'a pas encore payé. Je sais ce que tu fais. Vous voyez un peu jusqu'où on tourne en dérision, mais les femmes d'aujourd'hui, on les voit rapidement venir. Vous savez, entre 1900, Bomboka a décrié ici qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient reçu des injections et qui sont devenues stériles jusqu'à une certaine période, vous vous rappelez. Ça a provoqué cette crise de moitié 1970, début 1980, où les hommes, lorsqu'ils venaient épouser les femmes, les jeunes filles, se posaient la question de savoir est-ce qu'elle a déjà accouché. C'est la raison, vous allez vous rendre compte qu'à cette période, dans le centre sud-est, lorsque un homme venait doter une femme, on disait, est-ce que vous êtes sûr que même la fleur que je vais prendre sur produit, on dit janvier, on dit Mathurin vient, on dit tu as vu ça, c'est elle. Donc à peine on vous a présenté, ça galvanisait les hommes. Entre 80, une fois que les hommes étaient rassurés, 80 et 90, on a commencé à cacher. On ne disait plus la vérité. Beaucoup d'hommes, c'est après le mariage, permettez-moi, c'est important, c'est après le mariage qu'ils découvraient que la femme avait eu des enfants hors mariage. Ça, c'est important de préciser que c'est après que les gens ont découvert. Mais aujourd'hui, monsieur Michel Gachou, les femmes ne se cachent plus. Vous les voyez le soir, elle dit à l'enfant, habille-toi. L'enfant s'habille, met les babouches, elle en route, elle paye les beignets. Si tu l'invites à prendre un pot, que donne aussi pour mon enfant, bah man, prends pour mon enfant. Vous voyez, être désormais avec le paquet. Or, c'est ce que Momo disait, c'est la délicateesse. Nous avons détruit pratiquement le tissu social. L'homme sait que pour t'avoir, il doit conjoindre avec l'enfant. Voilà. Une fois qu'il t'a, il dit allez, fous-moi la... Mais moi je pense, voilà ce qu'on dit. Il faut analyser ces faits. Sauf si l'homme a des idées, on va dire, arrêtées, mais que la femme a toutes les possibilités justement à négocier. Non. Elle a toutes les possibilités justement. Non, monsieur Michel. Oui. C'est pas un cadeau qu'il doit offrir à sa femme pour qu'elle ne pas forcer. Il s'agit d'un enfant. Pas le forcer. Il veut pas. Si vous le suppliez, là maintenant, ce sera comme le forcer. Et il le fera à contre-cœur. Et quelqu'un qui fait des choses à contre-cœur, ça ne marche pas. Il ne veut pas, ne le forcez pas. Merci beaucoup. Et dans un instant, Madame Choma, Karine pause. Mais avant cette pause-là, Karine, vous avez des derniers messages pour nous? Allez, s'il vous plaît, les femmes, arrêtez d'aller en mariage avec votre enfant que vous avez eu avant le mariage pour éviter ce genre de situation. Non, mais écoutez, Karine, écoutez, hein, moi je lis les messages. Oui, on le dit. Est-ce que... C'est pas moi, je l'ai dit ici. Elle s'appelle Annick Tchedjou. Non, je l'ai dit ici. Je dis, c'est pas mauvais justement d'épouser une femme qui a des enfants. Moi, je trouve personnellement qu'il n'y a aucun problème à cela. Avoir une femme qui a des enfants, si vous aimez votre femme de toutes les façons, vous l'acceptez avec ses enfants. Oui, effectivement. Moi personnellement, je trouve. Mais ce n'est pas universel, ça. Oui, c'est pas universel, mais simplement, je voulais simplement. C'est qu'on veut dire, c'est pour la génération d'aujourd'hui, il faut comprendre l'époque où vous vivez. Voilà. On vous a montré comment
quand cet échange a eu avec les Blancs, comment ça évolue. Avec les fermetures des entreprises à laquelle le renouveau nous a coûté, on a vu un type de comportement. Et l'Africain s'adapte à ce type de comportement-là. Parce que, également, quand on vaccine vos filles, on se rend compte qu'elles deviennent de plus en plus stériles, elles n'accouchent pas pour la plupart. À un moment, l'Africain a adopté que pour épouser une fille, il serait mieux que je trouve une fille qui est déjà accouchée. Et on s'est adapté à cette époque. Arrive une autre époque où, maintenant, la fille est devenue dévergondée. Elle s'habille quand elle dort. Elle se déshabille quand elle sort. Ça aussi, on commence à voir des habits. Donc, c'est tout ça, c'est ce cheminement au cours de l'histoire que le banc. On va oublier de dire que les hommes sont devenus plus irresponsables. Non, les hommes guettent. Deux points de vue. Non, les hommes ont découvert que les filles sont devenues inspecteurs Colombo. Au lieu de rester et ils se sont rendus compte aujourd'hui qu'une femme qui a déjà un enfant n'est pas mariable. Vous pensez qu'un homme rentre chez lui, protège quoi? Première chose, il se rassure que tous les codes de son téléphone sont activés. Deuxième chose, que son Et vous le dites en souriant. Parce que c'est un bandit. C'est normal. Parce que c'est un bandit. C'est les deux actions que l'homme... J'ai d'abord le premier. Soit il laisse un porte-monnaie vide, il prend l'argent, il envoie dans ses chaussettes. Il s'arrange que sa femme soit hors de la chambre pour se déshabiller. Il ne souffre pas. C'est parce que la femme a développé... Karine, permettez. Permettez, vraiment. Un homme qui souffre, c'est ça le comportement. Moi, je vais simplement dire, permettez. Presque toutes les femmes ont... Comprenons-nous quand même, non? Comprenons-nous. Est-ce qu'on vole son mari, Pembo? Karine, il faut qu'on soit d'accord. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. On ne vous force pas. Je voulais que Chalamel chute quand même. Hein, mais quand même, avant qu'il ne chute, reconnaissons-le. On est obligé maintenant de cacher l'argent. Non, reconnaissons-le. Parce qu'en fait... Parlez à la première personne. Non, Karine. Ils sont trois sur Karine. Vous êtes sur ce plateau, on se le dit. Reconnaissons-le qu'on a oublié de cacher l'argent. Parce que quand on a identifié... Permettez, non. Quand on a identifié qu'il y a un 5000 qui traîne, enfin même 5300, on ne se demande même pas si au gars va aller au travail le matin. On ramasse littéralement. On ne veut même pas savoir si est-ce que le matin le mec aura quand même... Il ne se pose pas les questions, hein. Mais non. Les hommes qui partent pour l'argent des régions de leur femme sans pas. Je viens, on dépose, vous rendez compte que votre mari a eu un 10 500 de côté. Oui. Tout de suite, elle a fait le calcul des 10 500. Elle ne se pose pas de questions. Si ce monsieur peut même alors le matin. Monsieur Ngatou dit ça autrement. Les deux femmes qui sont ici. Non. Vous posez un problème de 10 000 francs à votre mari. Il vous donne les 10 000. Après, vous dites, non, s'il te plaît, donne-moi 2 000. J'ai oublié. Il va dire que l'argent est fini. Mais là, c'est pas pareil. C'est fini. Ça arrive au même moment où elle ne s'attendait pas à ces 10 000. Vous venez vous dites, chérie, bon, prenez ça. Après, vous dites, aïe, Chalamel vient d'arriver, s'il te plaît, donne-moi. Lorsqu'il arrive chez lui, met le téléphone, je ne sais pas, trop sur silencieux, ou alors il a fouillé l'argent dans ses chaussettes. Lui, c'est un bandit, un tricheur, et peut-être qu'il frappe même les gens. Oui, mais parce qu'il a un bandit, le policier. Mais vous comprenez pas. Un homme qui s'est il n'a pas besoin de faire tout ça. Il a quel genre de femme que vous avez? Il ne se fait même pas confiance en lui-même. Deux exemples. Prenez vos habits, vous donnez à votre femme de laver. Cachez-vous derrière la fenêtre. Elle fouille d'abord les poches. Elle fouille d'abord les poches. Permettez-moi. Non, mais c'est... Quand elle fouille, après vous entendez tchit. Il croit même que quoi. Elle va tremper ça. Ça fait 2 heures le lendemain matin qu'elle va laver. L'autre fait. Piégez votre femme. Vous vous vengez là. Vous vous arrangez à vider votre portefeuille. Vous le déposez. Vous attendez 2 heures, 3 heures le matin, vous sortez. Votre femme, à aucun moment, elle va passer regarder en disant que voilà le salopard là. C'est quand c'est vide qu'il... Ça, c'est pas universel. Une vraie femme, elle se rend compte... Permettez-moi, une vraie femme se rend compte que le portefeuille de son mari est vide. Dans le secret, elle ouvre son sac, elle enlève un 10 000. Elle vient, elle ouvre, elle filtre,
dans le portefeuille de son mari. Le matin, il ouvre magie noire. Michel Gachou, les hommes d'aujourd'hui, vous savez ce qu'ils font quand ils sont dans la maison, s'il vous plaît, quand ils sont dans la maison et que la femme elle est commerçante, ils commencent par ouvrir le portefeuille parce que les femmes généralement, quand elles rentrent avec la fatigue, elles jettent le portefeuille n'importe où, ils ouvrent le portefeuille. Oh oui, oh oui. Ce que vous dites n'est pas universel. C'est que ce que je vous dis, c'est des choses vues. Vécu. Non. Je ne parle pas des inventions. Et nous, on a inventé. Je vous dis, c'est pas universel. Parce que quand vous dites les femmes, vous ne dites pas que certaines. Donc laissez-moi aussi parler. Ces hommes-là, ils rentrent dans le portefeuille de madame, ils retirent le billet le plus violet. Ils ne prennent pas les pièces. Il ne prend pas les billets de 500. Il prend le billet violet. Et la femme touche votre avance ou quelque chose. On ne touche pas au porte-monnaie. Donc là maintenant, vous pouvez trouver des circonstances atténuantes. Non, moi, Michel, tu penses qu'il n'est pas normal de toucher au porte-monnaie de sa femme sans son accord. Ça, c'est mon point de vue. Ça peut ne pas ranger. Vous savez, parce que justement, vous êtes quand même d'accord que les hommes mais non. Vous êtes d'accord que les hommes qui le font ne dorment pas la puce et la femme là va te parler tout le temps. Elle n'a même pas le droit de parler. Au commissariat, c'est la femme qui avait amené ça. Que madame, il y avait combien dans votre porte-monnaie? Il y avait 100 000. Les hommes ont compris, vous touchez. Quand elle va venir, elle dit qu'elle avait 100 000 là dans le passeur. Vous ne savez pas. C'est là. Non, prenez le soin vraiment d'avoir des femmes respectueuses. Vraiment. Non, l'éducation de je vous en prie. On va marquer une pause. Donc, je vous en prie, c'est bon. Allez, Constille Lamine avec nous. Dans un instant, Constille Lamine, mesdames et messieurs. Wanaga Jojem Wanaga Jojem Line ki bombo me yila Wanaga Jojem Wanaga me Jojem Line ki bombo Wanaga. Je m'appelle Belka Tobis. Les belles femmes m'appellent la méga giga bio web Tegastar. Je serai bel et bien à Douala Bercy le 4 décembre à partir de 20h. Le rendez-vous est pris le 4 décembre à partir de 20h à Douala Bercy. J'y serai. Hey yo, salut la famille, je bois Kosi, give me the mic yo. Rendez-vous spécial le 4 décembre à Douala Bercy, la nuit de l'ambiance, BCBG. Kosi, give me the mic yo, je serai là. Venez nombreux les fans, venez nombreux parce que vraiment le 4 décembre à Douala Bercy, je serai là. Le 4 décembre, la nuit de l'ambiance, BCBG. Give me the mic, yo. Douala Bercy. See you guys. Course. Je suis l'homme des 3 continents, mathématiques de petits pays. Je vous donne rendez-vous le 4 décembre à Douala Bercy pour les 20 ans d'anniversaire de Constille Lamine, mon frère d'enfance. L'homme des 3 continents, c'est moi, mathématiques de petits pays. Je vous aime. Et le loyer à payer, qui va le payer où? Excusez-moi, les jaloux ne connaissent pas la honte. Abracadabraca, abracadabraca, oh, abracadabraca. Salut, je suis l'artiste Coco Argenté, la Go Galaxy Yo Number One. Je vous confirme ma présence ce vendredi 4 décembre à Douala Bercy à l'occasion de notre soirée BCBG avec la compagnie Argentée. Concert exclusivement en live. Soyez de la partie parce que ça sera la Dinali Lipankali. Je vous attends nombreux. À bientôt dans la Bercy, j'arrive. Bimoule d'abord, je m'appelle Taka, je suis l'enfant Mamouni, bien de Penkamiche. Je vous donne rendez-vous ce 4 décembre, bien sûr, pour la soirée BCBG. C'est la mort qui serait là.
Donc c'est du côté de Douala Bercy. On va faire feu. Donc je vous donne rendez-vous tout le monde ce 4 décembre. Ce 4 décembre à Douala Bercy pour la soirée BCBG. Hey, salut, c'est Moussi Charismatique. Faut bonsoir à tout le monde qui est dans la salle. La nuit de l'ambiance, BCBG, à Douala, ce 4 décembre à Douala Bercy. C'est 20 ans de carrière de Constille Lamine, d'événementiel événementiel. En tout cas, tout le monde, je suis en train de vous dire, je serai là. Je serai là, ramenez-vous parce qu'on va faire l'ambiance. La nuit de l'ambiance, Moussi Charismatique, I will be there. Lambeto inawa osenge na bele oae. Lambeto inawa osenge na nea oae. Lutunyemba mulema miwando wa bole moe. Toye bangwando bana kedino wando beni bangae. Oh. Hello à toutes et à tous, je suis Jackie Kien de Voice depuis le Cameroun. Salut à tous mes fans de Douala, Yaoundé, Bafoussam et partout. À l'occasion de la nuit BCBG et la célébration de 20 ans de carrière de Constille Lamine, je vous donne rendez-vous ce vendredi 4 décembre 2020 à Douala Bercy. Alors venez massivement, je serai là, c'est un concert live, on va s'amuser. Personnellement, je vous attends massivement. Soyez de la fête. Alors, il reste tout simplement à rappeler à tous les téléspectateurs de cette émission que l'événement est bel et bien confirmé par les artistes. Vous l'avez regardé tout à l'heure, c'est une réalité. Le 4 décembre à Douala Bercy à partir de 19 h. Alors, je vais donc rappeler tout simplement à tous les clients du concept Salaka, à tous les téléspectateurs de cette émission, à tous les partenaires qui accompagnent les 20 ans de carrière de Constille Lamine, que les tickets que voici sont déjà disponibles depuis bien sûr quelques jours du côté du magasin 1001 tapis à Douala Bercy également. Donc ceux qui ont besoin, que ce soit le ticket de 5 000, le ticket de 10 000 francs, rendez-vous directement du côté bien sûr du magasin 1001 tapis pour avoir votre ticket d'entrée pour vivre ce grand événement qui marque les 20 ans de carrière de Constille Lamine, qui verra la participation des artistes tels que Jackie Kinguet, Coco Agenté, Belka Tobi, Moustique le charismatique, Ulrich Takam, Mathématique, Kossi. Tous ces artistes-là ont confirmé bel et bien leur présence parce que le concept Salaka ne fait pas dans la dentelle. Donc, chers téléspectateurs, n'attendez pas la dernière minute. Appelez directement les numéros de téléphone que vous avez vus tout à l'heure à la télé. Faites vos réservations. Le rendez-vous directement du côté du magasin 1001 tapis pour acheter votre ticket d'entrée. N'attendez pas la dernière minute. Soyez parmi les premiers à avoir votre ticket d'entrée. Et je ne saurais partir sans remercier, bien entendu, la radio et télévision Equinox, ainsi que le prêt-à-porter chic Cheren Témis, ce prêt-à-porter qui accompagne les 20 ans de carrière de Constille Lamine. Merci beaucoup d'être passé ce matin. Mesdames et messieurs, poursuivons l'émission avec vous à l'instant, avec 10-12 le Zénith et ses nombreux sujets également. Karine Santia, vous en avez retenu pour nous quelques-uns dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On s'intéresse d'abord à la déclaration des chefs traditionnels de l'Ouest de Cameroun. Dans un document signé le 19 novembre 2020, les chefs ont émis le vœu de revoir ou encore d'organiser une rencontre avec leurs homologues des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest afin d'activer les mécanismes de résolution de la crise en invoquant les rites traditionnels. Ils exhortent aussi les parlementaires à prendre leurs responsabilités en inscrivant le problème anglophone à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. En plus des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'extrême nord et la reprise des exactions de Boko Haram, la région de l'Est et l'explosion des bombes artisanales dans les villes principales du Cameroun. Les chefs traditionnels se sont aussi intéressés au climat sociopolitique teinté de méfiance, d'intolérance et de défiance, la crise de confiance généralisée, la tribalisation de la scène politique, le bafouement des libertés fondamentales, le dépassement même de l'équilibre régional. Et pour cela, ils ont suggéré une reconnaissance de la légitimité gouvernementale par l'opposition radicale, la création d'un cadre de concertation, la mise en veille des dissensions partisanes pour trouver une solution pour le Nozo. Voilà, entre autres, les solutions proposées par les chefs traditionnels de la région de l'Ouest. Alors, vous dites justement qu'il n'était pas complet, c'était une
un texte qui n'a pas été signé par tous les chefs de la région de l'Ouest. Non, ce n'est pas un texte signé par tous les chefs, ce sont les présidents des conseils départementaux qui ont signé, notamment le président du conseil départemental de Bamboutos, du Ndé, du Onkam, de la MIFI, conseil du départemental de quoi? Conseil départemental, comment on De n'a quoi? pas encore élu? Mais conseil départemental, c'est dans le document. Donc ce ne sont pas les chefs traditionnels. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Karine pour cette sortie. document. D'accord, merci. On devrait justement le dire. Signé par Sa Majesté Thio. Voilà. Merci beaucoup. Ça doit Et faire est-ce que vous êtes au ampliations. courant? Est-ce que vous avez vous aussi regardé toutes ces images qui ont fait le tour de la toile? D'ailleurs, vous nous avez fait savoir dans la préparation de l'émission que vous avez des images où on a vu un arsenal de policiers autour du domicile de Maurice Kamto aujourd'hui, resté tenu en résidence surveillée chez lui. Qu'est-ce qui peut expliquer ce nombre, ou bien on m'a dit, ces nombreux policiers autour du domicile de Maurice Kamto aujourd'hui à Yaoundé? Va-t-on croire et dire que son Tabara vit dans la paix aujourd'hui, Dominique Audrey? Aucun bandit n'entre à son Tabara, aucun bandit ne ressort de là. Hein? S'ils sont à l'intérieur, ils sont confinés. J'ai le sentiment que le quartier est tout heureux aujourd'hui à son Tabara, parce que le quartier est hautement sécurisé. Oui, oui. Mais je le disais ce matin, peut-être ça a fait rigoler, ça donne l'impression, avec ce qu'on pourrait appeler le renforcement de la sécurité autour du domicile de M. Kamto, qu'il allait s'évader, parce qu'on a envie de comprendre. Aujourd'hui, sa maison fait office d'une sorte de prison. Avoir 200, 300 policiers autour de sa maison, c'est pourquoi? C'est pour qui? C'est inexplicable. On a envie... Je ne sais même pas s'il y a une explication plausible à ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Les vidéos qui circulent sur la toile laissent voir des forces de l'ordre en joie, qui bavardent, qui chantonnent, qui d'autres mangent, boivent et tout. C'est quoi? Peut-être on a un nouveau camp là-bas. Je sais pas, ils n'ont rien à faire de la journée. Hein. Ils n'ont rien à faire de la journée. Ils prennent tellement de plaisir à être là-bas, à échanger, à papoter, à avoir... Non, arrêtez, sois un peu sérieux. Bah, je suis sérieuse, Michel. Non. Parce que ça ne s'explique pas. Plus sérieusement, ça ne s'explique pas. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il n'y a pas de boulot au Cameroun? Bah, ils sont en train de travailler. Je crois qu'ils sont payés, non, pour ça. On les paye par jour. 5 000 francs la journée, Charles. Ils sont nombreux. C'est incroyable. Vous avez regardé ces images-là qui font le tour de la toile aujourd'hui. Lorsque on a 300, 400 policiers autour de M. de Maurice Kamto, il est devenu le plus grand bandit de ce pays. Est-ce qu'il est devenu le prisonnier le plus important de ce pays? Peut-être c'est en rapport avec la marche des femmes du parti. Mais c'est quoi cette histoire? Les policiers n'ont rien à faire dans un pays comme nous, il y a affaire partout. Mais ils surveillent M. Kamto. Mais Kamto est le seul Camerounais, il n'y a pas d'autres Camerounais qui... Combien voilà, Bonaparte, il y a combien de policiers là, Bonaparte? Les campagnes électorales pour les régionales. Oui, je dis que nous sommes à Bonaparte ici. On a le carrefour Bonaparte là. On a combien de policiers qui sont là en ce moment? Allez voir les carrefours aujourd'hui où la situation n'est pas bien régulée. Tous ces policiers font donc quoi chez Maurice Kamto aujourd'hui? Charles Amel, vous avez vu ces images vous aussi? Alors, il faut dire que j'ai parcouru les images, j'ai parcouru les commentaires des internautes. Il se dit que on renforce la sécurité parce qu'on a peur que des personnes viennent porter atteinte, entre guillemets, à l'intégrité de M. Kamto et de sa famille. C'est ça. Comme quoi, c'est pas suffisamment porté comme ça? Oui, j'ai éclaté de rire en me demandant si ce sont ces femmes qui sont venues toutes nues, si ce sont ces femmes qui ont essayé de lui apporter à manger, parce que jusqu'à présent, c'est des femmes qui venaient rendre visite à leur fils, qui venaient donner à manger, si ce sont ces femmes qui devaient porter atteinte. Quelqu'un est allé encore plus loin, je pense que c'est Parfait Boum qui est allé plus loin en disant qu'on va le libérer après le 6 ou au soir du 6 décembre. C'est connu depuis un petit moment. On va le libérer. C'est en train de se dire. Non, c'est connu depuis des mois. Oui, des réseaux sociaux, c'est au soir du 6 qu'on va le libérer. Tout cela démontre tout simplement que le MRC, au vu de l'arrestation de l'ensemble de ses cadres, est un parti vraiment qui dérange et que pendant toutes ces années où on a parlé d'une opposition, en fait, il n'y avait pas eu une opposition. C'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte qu'il y a cette opposition. Je me plains un peu de ces policiers qui sont obligés de dormir à la Belle Étoile. Je me plains un peu de ces policiers qui sont parfois sous la pluie, sont obligés d'aller s'abriter, d'autres qui n'ont pas de parapluie, toquer à des portes, mettre un
peu mal à l'aise, on va dire les autres voisins. Je me dérange un peu, on va le dire. Surtout Maman T, la voisine. J'ai très mal pour Maman T. Voilà, donc il faut dire, vous êtes même arrivé. Vous êtes arrivé et c'est différents contrôles des personnes qui entrent, qui sortent. Les filles me regardent quand je parle de Maman T. C'est la voisine d'en face. On se comprend. Merci beaucoup, Charles. J'expliquais en disant que ça fait véritablement mal. On se demande encore si on est dans une démocratie. Tout à l'heure, vous avez fait allusion de tout ce qui se passe en Afrique. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec les Afingessa, avec les Colambédiens. On a vu ce qui s'est passé en Guinée-Conakry. Monsieur Michel Ngacho, je pense bien, avec Alpha Omar Condé, qui s'est arrangé à placer tous ces différents protagonistes, il les a tous mis aussi en résidence surveillée. Vous vous rendez compte, c'est comme un mot qu'on se passe, un mot qu'on se passe dans l'autre. On voit en disant si le doyen a fait ça, ça veut dire que ça paye. Il faudrait que nous fassions qui derrière, tapis dans l'ombre, se retrouve à valoriser, à valider ce type d'action. Allez savoir. Donc vous allez vous rendre compte qu'on ne suit qu'un protocole. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons développé, je pense, ce sujet une fois ici. On a dit, est-ce que c'est le Cameroun qui maintient le Maurice Kamto? Certains politiques sont... Les Camerounais dont ont abandonné Maurice Kamto chez lui, il faut le dire simplement. Les Camerounais qui disaient justement supporter Maurice Kamto aujourd'hui l'ont abandonné carrément parce qu'aujourd'hui on ne comprend pas qu'il puisse avoir un musellement autour de sa maison, je vais dire un rassemblement de policiers autour de sa maison, alors qu'en réalité un Camerounais qui a signé à résidence surveillée sans réelle notification demande simplement à ce qu'on lui dise pourquoi on le maintient en résidence surveillée et que ce soit si dur que ça. Ce qui est sauvage, c'est qu'on se rend compte qu'il y a 300-400 policiers autour de sa maison aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour que, en réalité, les Camerounais et Sembouan Bengan de montrer, je veux dire, leur courage en disant, mais on a un Camerounais que nous supportons. Pas moi, hein, je parle des Camerounais. On a un Camerounais que nous supportons. On a un parti politique que nous voulons entendre notre président nous parler. Et nous voulons justement l'entendre. Pourquoi ne pas... On trouve que descendre chez lui, ce n'est pas la solution. Mais ça peut être une solution payante quand même aujourd'hui, Mohamed Bengan. Vous ne pensez pas? Parce qu'on va tirer sur les gens, les mettre en prison, c'est ça qui va payer? Je dis ça peut être une solution payante. Non. Non, je pense que non. Ouais. Ils ne sont pas là. Les problèmes politiques se résolvent dans le champ politique. Ouais. Donc ici, le gouvernement, en attendant que le procès s'ouvre, pour qu'on sache réellement ce qu'on reproche à Bibou Nissak, au professeur Fogué et à leurs autres camarades appelés, plus les femmes qu'on a interpellées dernièrement, en attendant que pour le moment, on ne peut que faire des spéculations. Et dans ces spéculations-là, on a pensé, le régime a pensé qu'on voulait organiser une insurrection populaire pour le renversement du régime. À ce moment-là, on est dans un politique où on dit, vous, les autorités administratives n'ont pas accordé des manifestations, des marches pacifiques, vous avez osé marcher, donc vous avez sorti les muscles, on sort les muscles plus que vous. Voilà, c'est dans cette situation qu'on se trouve. Maintenant, vous dites, les Camerounais se comportent comment? Il y en a qui ont essayé de le faire. D'abord, les avocats, sur le plan de droit, ils n'ont eu accès que quand le délégué général de la Sécurité nationale leur a donné cet accord-là. Je me demande, les 14% des Camerounais qui ont voté pendant la présidentielle 2018 sont où là maintenant? Mais ce n'est pas... Oui, ils sont où? Posez-leur la question. Mais est-ce que nous sommes ici en position de rapport de force? Est-ce que ces Camerounais, les 14% là, ne pensent pas qu'il faut pour le moment garder ses rancœurs en devant lui que de montrer son corps en... comment je vais dire ça? Voilà, non, que son corps devient d'expérience de balles du régime. Non, c'est pas... Ils ne peuvent pas transformer leur corps en chair à canon. On sait bien que c'est la chair à canon. D'un de deux, le MS n'a pas organisé un mouvement insurrectionnel. Il va dire aux gens, sortez, coûte que vaille. Non, il a dit pacifique. Quand on dit pacifique, le contenu qu'on avait donné, c'était un contenu de droit, premièrement, et deuxièmement, un contenu politique. Dans le contenu politique, il n'y avait pas de violence dedans. Donc, il n'est pas question de venir affronter
les forces du maintien de l'ordre. Le MSC suit justement son projet. Il a interdit, il a dit marche pacifique. Donc il est hors de question. Voilà, ce n'est pas... On ne s'attaque pas aux forces du maintien de l'ordre. Le problème, c'est le problème politique. Et ils l'ont enrobé dans le cadre du droit. C'est clarifié maintenant pour les Camerounais. Consti est avec nous pour quelques minutes, à nouveau. Alors, bien entendu, une fois de plus, nous nous installons sur ce plateau dans le cadre du concept Salaka pour parler de l'onde des compléments alimentaires qui marquent d'une manière positive les 20 ans de carrière de Consti Lamine. Ces 20 ans de carrière qui ont d'ailleurs bénéficié de le soutien de laboratoire Cedorex aux États-Unis d'Amérique, avec bien entendu, en ce matin encore, la présentation du Von Bio Oméga 3 et bien entendu les autres Von Bio qui constituent la grande famille Von Bio. Nous allons tout de suite rappeler déjà les bienfaits du Von Bio Oméga 3. Il faut déjà rappeler à nos téléspectateurs que ce complément alimentaire permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de stabiliser notre tension. Oui, ceux qui ont des problèmes de tension, des problèmes de cholestérol, je vous conseille vivement de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. À côté, bien sûr, de ces avantages, il y a également d'autres avantages tels que ça permet, bien entendu, il faut le rappeler, de nous prévenir contre les AVC, de nous prévenir contre l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3 permet également de garder la bonne humeur en longueur de journée. C'est un complément alimentaire qui est sans effet secondaire dans l'organisme. Il se consomme une gélule par jour pendant le repas. Pour les habitués du Von Bio Oméga 3, pour les nouveaux consommateurs, c'est une gélule le matin, une gélule le soir pendant le repas. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on parle également d'un autre Von Bio cette fois-ci. C'est un lait de toilette. Oui, un lait de toilette pas comme les autres. Un lait de toilette qui est réservé uniquement aux diabétiques. Vous l'avez donc au magasin 1001 tapis. Ce lait de toilette permet d'embellir. Ce lait de toilette permet de protéger la peau des diabétiques. Ce lait de toilette permet de nourrir la peau des diabétiques. Vous l'avez au magasin 1001 tapis. C'est en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Parlons donc des prix. Il faut déjà rappeler que le prix normal du Von Bio Oméga 3 est de 6 000 francs. Mais dans le cadre de la célébration de mes 20 ans de carrière dans la communication, je permets à tous les téléspectateurs de cette émission d'avoir une boîte de 30 gélules de Von Bio à 5 500 francs jusqu'au samedi 5 décembre 2020. Et pour ce qui est de la lotion, vous l'avez à 5 500 francs également. Tous ces compléments alimentaires sont en vente au magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun. Les numéros de téléphone, vous les avez, que ce soit pour commander les tickets d'entrée, que ce soit pour commander le correcteur de posture, que ce soit pour commander les languettes. Tous ces numéros de téléphone-là sont les numéros du magasin 1001 tapis. Dans ce magasin, vous avez également la pommade contre les hémorroïdes qui permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Merci également, madame, messieurs, pour l'intérêt que vous trouvez tous les jours à nous regarder sur les antennes Equinox Télévision. Demain, lorsqu'il sera 10 h, autre rendez-vous encore avec vous. Attention, des sujets importants pour la République. Merci de rester sur la télé.